Et merci d'avoir cliqué. Je suis Raphaël et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce stream ici à Pantin, au magasin Généraux. Cette Urban Jam, cette fameuse Urban Jam dont tout le monde parle déjà depuis quelques semaines et qui se tenue ici et qui a commencé vendredi soir, qui s'est terminée là il y a quelques minutes en fait. Les équipes de développeurs sont descendues avec leurs ordis et leurs machines pour nous présenter tout ça. Cette Urban Jam évidemment sous l'égide du Media Lab 93 et aussi de Label Games. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'Urban Jam, c'était une récréation, on peut dire ça comme ça, et surtout la rencontre entre des équipes de développeurs ici de la culture jeux vidéo et aussi des personnalités, des structures, des artistes issus des cultures urbaines. 8 équipes de malades qui se sont donc retrouvées ici pour réfléchir et créer ensemble, faire du jeu vidéo, faire du jeu à enjeu, faire des créations jeux vidéo ludiques. Il y a par exemple Banlieue Créative, Fumigène, Argo et Abiola, une équipe de Street Workout, Omar Sidikou, la rappeuse Billy Brolock, Dacruz, William Thomas et Nabil Abissi, qui ont planché avec aussi bien des codeurs que des graphistes, que des game designers autour de pas mal de sujets, évidemment, de la culture hip-hop, mais aussi du journalisme urbain, de terrain, d'écologie et d'économie, de culture numérique, de rap, de graphe et aussi de la culture du clip. Évidemment, il sera question de tout ça dans ce stream. On va rester ensemble, pas juste quelques minutes, hein, au moins une bonne heure ensemble pour rendre compte de tout ce qui s'est passé ici ces dernières 48 heures. On va débattre aussi, notamment ici, dans ce forum, là, juste ici, avec les gens qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ici à Pantin, mais aussi sur les réseaux sociaux. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que les cultures urbaines et la culture jeux vidéo peuvent-elles ensemble se tirer mutuellement vers le haut? Pourquoi? Comment? Il sera question de tout ça dans quelques instants, notamment avec Nora Hamadi, qui est pas très loin, qui est juste là. Je Nono. suis là derrière toi. Voilà, elle est là. Voilà. Elle Et va le faire avec ses invités. Effectivement, donc on aura le plaisir de recevoir Raphaël Costard, qui est sociologue, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle en fait les Game Studies. Les Game Studies, c'est l'étude des jeux vidéo, donc il a fait sa thèse là-dessus et il est absolument passionnant sur la question. On aura aussi avec nous Aurore Palisson, qui est à la tête de Sweet Arsenic, qui est une agence de développement de jeux vidéo qui travaille sur les questions de décroissance. Et vous verrez, elle fait aussi partie de Women in Games, qui est un collectif des femmes dans les jeux vidéo et elles font un travail incroyable justement pour sortir des représentations qu'on peut avoir sur le jeu vidéo. Et il y a un gros travail qui est fait, donc elle nous expliquera tout ça. Et enfin, Shahid Tam du blog Les Illuminati, qu'on ne vous présente pas, effectivement. Qui sera là aussi, qui va nous rejoindre. Ouais, il va pas tarder. Je sais qu'il est en retard, il n'y a plus les excuses de la neige, c'est terminé. Ouais, mais forcément. Mais il pleut. Ouais, mais il pleut. Aujourd'hui, forcément. Ici à Paris, il pleut. Je sais pas chez vous, mais ici il pleut. Tu vas débattre de cette question tout à l'heure avec tes invités. On va débattre de cette question avec mes invités. N'hésitez pas. Le public. Oui, parce que le public est là. Donc le public surtout qui est là, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a un micro qui va tourner, donc on compte sur vous pour animer aussi ce débat. On a gardé le secrétaire d'État en otage. On va lui poser aussi quelques questions. Oui, en ce moment, il faut pas dire ce genre de choses. Ça va nous retomber dessus. On est à Pantin en plus dans le 93. T'imagines? On le retient pas en otage. Il est là. Hoche la tête pour dire que t'es d'accord pour être là. Voilà. Ok. Non, nous on veut pas de problème. Hein. On vous le dit tout de suite. Hein. Ouh là là, Nora, dis pas des choses comme ça. Oh là là, on va avoir des problèmes. Et bien entendu, vous là qui nous regardez, live stream en direct, bien entendu, Facebook, Twitter, vous pouvez sur le hashtag UrbanJam nous poser vos questions, faire des remarques. On a un spécialiste qui va pouvoir prendre la parole pour vous, donc on compte sur vous. Ouais, voilà, partagez ce stream évidemment à tous vos contacts, vos amis, dites que ça existe. Aujourd'hui, on parle de cette Urban Jam qui s'est donc passée ici à Pantin, au magasin Généraux. Encore bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent et qui viennent de cliquer. Dans quelques instants aussi, on recevra pour du journalisme live une séquence justement à la cool. Un animateur, journaliste spécialiste sur la question, évidemment, plus connu aussi quelquefois sous le nom de l'emmerdeur, quand on a réfléchi à qui devait venir pour parler à la fois cultures urbaines, quartiers populaires, banlieue, mais aussi culture digitale, culture jeux vidéo, évidemment, on a tout de suite pensé à Sébastien Abdelhamid, qui est juste là et qui prendra la parole dans quelques instants. Voilà, aussi évidemment, toutes les équipes de développeurs sont ici tout au long de ce stream. On ira leur rendre visite, ils vont nous présenter leurs créations, jeux vidéo ludiques, leurs jeux, leurs jouets. Voilà, il sera question de ça jusqu'à au moins 19h, donc parlez-en autour de vous, mes amis. Nora, tu l'as dit, hashtag UrbanJam, c'est Wael qui est quelque part, qui va lire tous vos tweets. Peut-être qui... Wael, il est là-bas ?
Hop. Ouais, il est là. Il a mis une jolie veste en plus en mode licorne. Il va lire tous vos tweets avec le hashtag Urban Jam. Et Mohamed aussi, qui est notre cartooniste pour la session, qui je crois est caché juste là-bas. Ça, vous n'allez pas le voir ici pendant le stream. Il va falloir directement aller sur les réseaux sociaux pour découvrir tous les dessins qu'il a fait pendant l'événement. On va commencer donc tout de suite à rendre compte de cette Urban Jam avec notre camarade Sébastien Abdelhamid qui a déjà un micro. Frérot, comment tu vas? Salut à tous, bonjour à vous, bonjour à tous les gens présents ici. Je l'ai Bonjour à dit. notre secrétaire d'État. Alors, je suis d'accord, hein, l'Est parisien, je commence comme ça. Moi, je commence par, voilà. L'Est parisien, moi, je suis du 20e, donc voilà. 11e, 19e, 20e, c'est les plus beaux arrondissements de Paris. Voilà. Je cherche un logement, d'ailleurs. Non, je rigole. Voilà. Alors, tu parles des sapes des gens, mais je kiffe ta chemise. Ah, t'es gentil. Moi, regarde, je me suis habillé. Ce matin, je me suis dit, on est la nation française ou pas? Je me suis habillé en bleu, blanc, rouge. Bah oui. Sunday Sap, Voilà. évidemment, bien sûr. Donc, Hashtag merci. Urban Jam pour Merci souhaiter la pour bienvenue à l'invitation, Sébastien en tout cas. Abdelhamid. Merci. Qui est ici. On le présente plus. Animateur, journaliste spécialisé, lui il est dingue de jeux vidéo, de culture digitale, mais aussi de tout ce qui a trait à la culture pop. Si Oui, je me tout trompe à fait. pas, la japanimation, mais aussi Exactement. les comics, les BD, etc. Toute la pop culture, hein, ce qu'on a considéré pendant longtemps comme une sous-culture qui est en fait aujourd'hui une culture à part entière, et le jeu vidéo fait également partie de cette culture à part entière, au même titre que le cinéma ou la musique, je tiens à le revendiquer haut et fort. Alors voilà, quand on a pensé à une personne qui pourrait introduire ce stream, faire le lien entre culture digitale, culture jeux vidéo, cultures urbaines, banlieue, quartier populaire, on a tout de suite pensé à Sébastien Abdelhamid pour ceux qui... Parce que je suis pauvre, c'est pour ça. C'était pour ça. Non, c'est surtout parce que tu es un spécialiste et que tu as beaucoup écrit ou animé des émissions sur la question. Toi-même, tu as grandi en milieu populaire et, Oui, tout à fait. Ouais. et tu connais parfaitement ces deux cultures. Ouais, alors, je n'aime pas le terme de spécialiste parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît mieux que nous. En tout cas, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, que ce soit les cultures urbaines, comme on les appelle aujourd'hui, et le jeu vidéo. Et ces deux cultures qui sont profondément liées, puisque elles sont apparues, on va dire, au même moment, en tout cas aux États-Unis, l'avènement du jeu vidéo, le début du jeu vidéo et le début du hip-hop. On va commencer par ces cultures urbaines-là sont apparues au courant des années 70, ont été poussées à peu près au même moment, et c'est des choses avec lesquelles plusieurs générations ont grandi, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est normal en fait. Et le jeu vidéo et les cultures urbaines, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait penser éloigné, ou en tout cas pas si proche. Mais au contraire, on a vu très vite des rapprochements entre les deux, puisque encore une fois c'est quelque chose qui est apparu quasi simultanément, et c'est une culture qui a été poussée par le haut, enfin par le bas vers le haut, pardon. Et donc on a vu des rapprochements assez rapidement, notamment dans des jeux vidéo qui parlaient d'abord de breakdance, des adaptations du jeu Break Street en début 80, je pense. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui s'est fait quasiment naturellement, je vais dire, puisqu'on a commencé à intégrer même des bandes-sons hip-hop dans les jeux. Alors là, je parle de jeux internationaux, hein, mais aussi même des groupes français. On a vu des groupes français intégrer des jeux vidéo à la fin des années 90, sur PlayStation 1, notamment avec Soul River, Legacy of Kain, pardon. Je sais pas pourquoi je pensais à Heavy Rain. Rien à voir. Et ensuite, on a même eu des jeux qui ont intégré aussi vraiment à part entière le graphe, par exemple. On a eu Jet Set Radio sur Dreamcast pour les joueurs qui connaissent. C'est un très très grand jeu où on raidait en roller et on devait grapher. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très proche. Et moi, comme tu l'as dit, je suis issu d'un quartier populaire, et le jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on s'est approprié très très rapidement, et quelque chose qui faisait partie de notre quotidien, au même titre, encore une fois, que le cinéma ou la musique. Moi, je vois pas de meilleure passerelle entre les deux. Pourquoi les cultures urbaines, que ce soit toutes sortes toutes les composantes de ces cultures, ne seraient pas à part entière prises dans le jeu vidéo? Encore une fois, le jeu vidéo, il faut vraiment le rappeler, parce que pour certains, ça a du mal à rentrer. C'est pas, on perd la lumière, on perd l'électricité. Et ben voilà, c'est ça, c'est le 93, c'est la c'est Hesse, ça. hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, à un moment donné, on fait une ambiance un petit peu plus tamisée. Donc, comme je le disais, oui, non, le jeu vidéo, faut le rappeler, c'est une culture à part entière. Alors, comme, encore une fois, je le répète et je le répéterai jamais assez,
Le cinéma, par exemple, s'est approprié les cultures urbaines, la musique évidemment, et pourquoi pas le jeu vidéo. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche tout le monde, toutes les populations, toutes les couches sociales et aussi tous les âges. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a plusieurs années où on destinait le jeu vidéo aux enfants, même aux adolescents. Aujourd'hui, c'est vraiment pour tout le monde. On a grandi avec, ça fait partie de nous. On a vu aussi, dans les années 90, des rappeurs parler de leur console préférée. On a vu B.I.G., Notorious Big, parler de Mega Drive. Ah, merci. Finalement, on a un petit paiement CB, on a payé EDF Paypal. assez Direct, rapidement. frère, Paypal, Paypal. bim, hop, ça fait plaisir. Donc oui, encore une fois, les deux sont liés. On peut même dire que c'est quelque chose. Le jeu vidéo, pour moi, ça a été d'abord une aide pour l'apprentissage. C'est-à-dire que je ne connaissais pas très bien l'anglais, j'étais au collège, et comme il y avait des jeux qui étaient uniquement en anglais, j'ai voulu apprendre l'anglais pour pouvoir avancer dans mes jeux. Aujourd'hui, les jeux sont de plus en plus localisés, tant mieux, mais c'est aussi une manière pour les plus jeunes, peut-être, de favoriser la lecture, puisqu'on perd de plus en plus l'usage, pas de nos yeux, mais en tout cas l'apprentissage de la lecture et la lecture à proprement parler. On lit de moins en moins, si ce n'est de manière numérique, et ça revient au même, j'ai envie de dire, mais le livre, on lit de moins en moins. Là, en tout cas, il y a des histoires, on raconte des histoires, etc. Et donc, tant mieux. Et ça a permis aussi, là, plus récemment, on a eu, par exemple, un jeu vidéo de basket où le scénario principal était en fait scénarisé par Spike Lee, tout simplement. Donc là, on était typiquement dans la culture urbaine. Voilà. J'ai beaucoup parlé, là. Ouais, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle représentation des cultures urbaines, de la banlieue, du banlieusard, il y a dans le jeu vidéo? Est-ce qu'elle est caricaturale ou au contraire, est-ce qu'elle nous tire vers le haut? Le jeu vidéo, c'est comme tout. Tu peux avoir de la caricature, comme ça, c'est le cas, et ça a été le cas, parce que c'est de moins en moins le cas pour la femme, par exemple, qui a été souvent représentée de manière un peu cliché. Ça a été aussi le cas pour la banlieue, etc., sous forme de violence, etc. Mais c'est comme tout, c'est comme le cinéma. Je prends ce parallèle parce qu'il est très important pour moi. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous les goûts, et aussi il y a des genres tout à fait différents. Alors la représentativité des quartiers populaires, c'est un peu compliqué d'amener ça comme ça. Encore une fois, je préfère rester axé sur la culture urbaine, puisque c'est vraiment ça qui fait corps, même avec certains jeux vidéo, et c'est resté très centré sur le hip-hop, sur toutes ces disciplines, que ce soit encore une fois le graphe, comme j'en ai parlé, la danse et aussi le rap, puisqu'on a même eu des jeux avec Parapaz the Rapper, que tu connais. Parapaz the Rapper, qui était un petit chien avec un bonnet rouge. Un jeu japonais. Alors c'est puisque pendant très longtemps les Japonais étaient majoritaires dans le jeu vidéo. Voilà, c'est parvenu même jusqu'au Japon. Et puis on a eu aussi le DJing avec DJ Hero par exemple, où on pouvait incarner un DJ avec des platines. Donc vraiment rien n'est impossible dans le jeu vidéo. C'est ce qui est beau, c'est qu'on peut devenir qui on veut et de la manière dont on veut. Donc je pense qu'il n'y a pas de frontières avec les cultures urbaines, et maintenant il ne reste plus qu'aux développeurs d'aujourd'hui et de demain de créer une représentativité positive qui nous permette aussi d'avancer et d'être représentés de manière positive aussi dans ce média qui est le jeu vidéo, de cette culture qui est le jeu vidéo. Et ce sera le mot de la fin. Vous pouvez applaudir Sébastien Abdelhamid. Merci. Merci frérot, vous pouvez aller le suivre évidemment sur ses réseaux sociaux. Alors mon Paypal, hein. je vous rappelle, mon Paypal... Voilà. C'est toi qui as fait la coupure d'électricité. Exactement. C'est ça, ouais. Encore merci et bravo à tous. Merci, bravo reste avec nous une seconde si tu as envie de participer au débat. Tu parlais de développeurs, de comment est-ce que ces équipes peuvent donner une image positive. Et moi, excuse-moi, je te coupe, mais vraiment les développeurs, les créateurs de jeux vidéo, c'est des artistes. Il faut vraiment mettre le doigt là-dessus, ce sont des artistes à part entière, et c'est des gens qui me font rêver encore aujourd'hui, qui font rêver mes enfants, qui font rêver plein de monde, et quelqu'un qui fait rêver une autre personne, c'est quelque chose de précieux. Mais ça c'est bien, ça c'est bien. Vous pouvez réagir à ce que dit Sébastien avec le hashtag UrbanJam, et tu parlais d'artistes justement. Tout au long de ce stream, on va aller les rencontrer. 8 équipes de fous, 8 équipes de challengers de dingue, 8 équipes qui évidemment sont en binôme, à la fois des équipes de développeurs issus de la culture jeux vidéo, évidemment, des codeurs, des game designers, des graphistes, avec des binômes issus des cultures urbaines, des artistes, des associations, des magazines. On va les retrouver tout au long de ce stream, ils sont 8, regardez, et on va découvrir
leurs jeux vidéo, leurs jouets vidéo, leur création jouets vidéo ludiques dans quelques instants. Mais il y a aussi ce débat qui s'amorce. Si vous venez de nous rejoindre, on rencontre aujourd'hui de l'Urban Jam, un événement qui s'est tenu ici à Pantin au magasin Généraux et qui vient à peine de se terminer. Et justement, on fait, comment on dit, enfin, on en parle quoi. Hein. C'est justement, on conclut aujourd'hui cet Urban Jam avec des événements, avec des performances et aussi du débat avec Nora Hamadi. Ça y est, j'y suis arrivé. Eh ben dis donc, bravo Raphaël. Justement, donc tu as commencé à en discuter avec Sébastien Abdelhamid. L'idée de ce débat, c'était aussi de s'interroger au-delà de la restitution qu'on va découvrir dans quelques minutes en fait des jeux vidéo qui ont été produits sur ces 2 derniers jours. Imaginez, on est quand même là dans le cadre d'un marathon. Il y en a qui sont là depuis vendredi, qui codent depuis vendredi, qui développent avec des créatifs. C'est quand même assez incroyable. Donc on va le découvrir et Raphaël va pouvoir nous ouvrir un petit peu ces univers-là. L'idée, c'est aussi de se poser la question de comment le jeu vidéo peut participer du changement de représentation sur les quartiers populaires, comment faire en sorte en fait que le jeu vidéo et plus largement en fait la question numérique imprime sur les cultures urbaines, sur l'image qu'on peut se faire de ces cultures, comment faire en sorte en fait de créer des ponts, de créer des liens entre ces 2 univers. Donc pour ça, je vais d'abord passer la parole à notre sociologue Raphaël Coster. Bonjour. Vous pouvez rester assis, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est vous. Ici, c'est votre salon, vous faites comme vous le sentez. C'est mon salon, d'accord. Ouais, exactement. Chez moi, bon. J'avais une petite question pour déjà poser un petit peu le débat. Est-ce que vous diriez qu'il a toujours existé un lien entre le jeu vidéo et les cultures urbaines et a fortiori les quartiers populaires? Comment est-ce que vous avez une lecture de ce lien ou pas? Est-ce qu'il existe? Les jeux vidéo, à la base, c'est un espace numérique. Donc, de manière essentielle, jouer dans un jeu vidéo, c'est se déplacer dans un espace. Donc, la particularité du jeu vidéo, et ce pourquoi je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives politiques qui se mettent en place, c'est que ce n'est pas simplement un outil de communication, c'est un puissant outil de communication qui permet de prendre conscience de la réalité des quartiers populaires ou de tout autre espace, mais c'est aussi et surtout un outil de médiation. Et ce que le jeu vidéo permet, c'est d'amener les personnes à se déplacer, soit virtuellement dans un espace numérique, soit réellement, quand on pense à des initiatives comme Pokémon Go l'an dernier, on voit qu'il y a un déplacement des frontières et que... Ça nous permet par exemple, du coup Pokémon Go qui a fait quand même un carton l'année dernière, on a parlé que de ça pendant des semaines, pendant des mois. Le fait est, quand vous parlez d'espace de médiation, qu'on sort de chez soi, en fait on va à la découverte d'un territoire, quel que soit le territoire, parce qu'effectivement il a pris partout. Et on est sorti, on s'est déplacé, et on s'est déplacé à la fois dans, on va dire là, parce qu'on est dans le 93, dans Paris-Centre, mais à Pantin, mais à la Villette, mais à Aubervilliers. Et ça, c'est aussi quelque chose qui change le regard qu'on peut avoir sur les quartiers. Oui, mais alors vraiment, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le premier enjeu par rapport aux jeux vidéo et à changer, à valoriser l'image des quartiers, c'est de mieux connaître les publics, la vie de quartier, les pratiques quotidiennes des personnes. Moi, en tant que sociologue, je travaille pour une association qui s'appelle MADOPA, qui est un centre expert et association loi 1901, et on est sollicité, notamment par exemple par les hôpitaux civils de Lyon, qui cherchent à développer une application mobile à Villeurbanne pour inciter les personnes âgées à sortir de chez elles. Et figurez-vous que Pokémon Go, c'est un des modèles utilisés pour créer cette application mobile. Parce qu'à travers un jeu vidéo, mais un jeu vidéo qui ne soit pas circonscrit justement au public de Pokémon, comme on l'a vu avec Pokémon Go, mais un jeu vidéo qui intègre la vie de quartier et qui soit le plus adapté possible à ce qui se passe au quotidien. Et je crois que tout l'enjeu, il est là. Il n'est pas simplement de véhiculer des stéréotypes ou des images plus ou moins proches de la réalité qu'on peut se faire des quartiers, mais il est vraiment de coller aussi à la vie et de rendre le quotidien ludique à travers cet outil. Quelle image justement on a du banlieusard, des gens issus de quartiers populaires au travers de ces jeux vidéo? Est-ce que vous avez analysé cette question? J'ai pas spécifiquement analysé cette question. Je dirais que le jeu vidéo, c'est un média et un outil narratif comme un autre à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des propositions comme Enterre-moi mon amour sur la question des migrants. Alors, c'est pas la question des quartiers populaires, mais on voit qu'il y a de plus en plus de propositions qui naissent, qui sont très intéressantes, quoi, qui ont une valeur narrative à part entière. Maintenant, moi, c'est vrai que le cœur de mon travail, c'est de travailler avec les concepteurs de jeux vidéo. Je suis intervenant à la formation jeux vidéo et interaction numérique à Institut Télécom Paris Sud, auprès d'ingénieurs. Et vraiment, là où mon travail de sociologue
trouve toute son utilité, à mon sens, c'est de pouvoir orienter les personnes qui conçoivent les jeux pour les adapter au mieux au public auquel ils s'adressent. Donc c'est pas tellement le contenu narratif, les images qui vont être là, qui sont vraiment de la pure liberté créative de ceux qui les font et de leur imaginaire. C'est plutôt la façon dont ça va être utilisé et dont ça va trouver son public qui est ce pour quoi je travaille. Alors à côté de vous, on a Aurore Palisson. Aurore, vous êtes à la tête de Sweet Arsenic, vous développez donc des jeux vidéo et vous faites partie du collectif Women in Games. Alors peut-être en 2 mots, en quoi ça consiste Women in Games? Donc l'idée de Women in Games, c'est de promouvoir la mixité en fait dans le jeu vidéo. Et donc en particulier avec l'exemple des femmes, mais même de façon plus générale. Et ça va consister en des interventions ou des présentations pour favoriser en fait la présence des femmes dans le jeu vidéo. Donc pour rappeler, donc tous les ans il y a ce qu'on appelle le baromètre du jeu vidéo qui est publié et qui permet d'avoir des chiffres clés en fait. Donc en 2017, il a été estimé qu'à peu près 15% dans les studios de production, il y avait 15% seulement de femmes. De femmes. Ça veut dire que la représentation en fait qui est véhiculée par le jeu vidéo, la manière dont on le conçoit, c'est une représentation essentiellement masculine, c'est ça Totalement, que ça veut dire? C'est ça. Et c'est quoi le problème? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est vraiment de promouvoir la mixité. Enfin, c'est de pouvoir. C'est de changer les regards aussi. Voilà, c'est changer le regard. Comment dire? Il y a eu une vision assez masculine en effet dans le jeu vidéo qui va commencer dès les années 80-90. Où typiquement les jeux vidéo s'adressaient à des hommes. Moi je me rappelle encore quand j'étais ado que parce que moi j'adorais jouer et j'allais dans des conventions et c'était t'as accompagné ton copain. Non en fait je viens jouer mais c'est pas grave. On a des chiffres, on sait quoi. Il y a un joueur sur 2 est une joueuse ou quoi? C'est ça. On est un joueur sur 2 est une joueuse. Et donc il faut vraiment sortir de cette idée que le jeu vidéo c'est fait par des hommes pour les hommes. Et c'est aussi l'enjeu en fait. Et ça veut dire qu'à un moment il va falloir aussi truster le secteur en termes de création, en termes de développement, pour pouvoir à la fois changer les représentations, changer de regard et puis du coup en fait changer les jeux sur lesquels on joue. Mais même rien qu'en changeant le regard, on peut s'imaginer qu'en mettant plus de femmes aussi dans le milieu, on va faire des jeux qui seront beaucoup plus, qui seront adaptés à un public plus varié. Il y a beaucoup d'exemples où le héros traditionnel jeu vidéo reste quand même le blanc, l'homme blanc d'une trentaine d'années, on va dire. Et justement, il y a des exemples de jeux qui sont sortis parce que ils ont réussi à montrer autre chose. Et je pense par exemple l'année dernière Horizon Zero Dawn qui est sorti sur PS4 et où là pour une fois on avait une femme qui n'était pas sexualisée, qui était une femme forte au milieu de femmes fortes. Donc on n'avait pas le concept non plus de la Schtroumpfette avec une femme forte au milieu de que d'hommes. Et justement, c'est des jeux qui peuvent montrer un autre regard et qui peuvent faire évoluer. Sortir de Lara Croft, c'est ça aussi l'idée. Exactement, moi je suis tout à fait d'accord. Je plus sois totalement, mais je pense que ça y est, je pense que les mentalités ont évolué, commencent à changer. Et en fait, on avait une peur aussi, tout simplement avant, les développeurs avaient peur, je pense, qu'en mettant un héros féminin, le jeu ne plaise plus aux hommes. Ce qui était, somme toute, assez bête, puisqu'on voit bien avec Horizon Zero Dawn, qui est un excellent jeu, qu'on peut s'identifier maintenant, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on peut s'identifier au héros, que ce soit un homme ou une femme. Et ça, c'est très très important. Et je pense que ce qui est déjà amorcé avec le problème de mixité homme-femme, il faut qu'il s'amorce aussi en termes de représentativité ethnique notamment, puisque le jeu vidéo, je pense, va aussi aider à faire passer ce message qui est somme toute aussi important que la représentativité homme-femme. Mais vraiment, on a vu quand même, je pense, on va dire les années 2000 ont amorcé, plus qu'amorcé ce changement, où maintenant une femme joue comme un homme, ça ne choque personne. Pourquoi ça devrait être choquant? Aujourd'hui, je pense que voilà, c'est intégré dans tous les esprits, comme le fait que le jeu vidéo, ce n'est pas que pour les enfants. Il y a un public. C'est ce que disait Raphaël Coster. En fait, il faut aussi prendre conscience de la diversité des publics. En fait. Bien sûr. Et je rebondis sur ce que disait Raphaël. Je reviens un petit peu en arrière sur Pokémon Go. Pokémon Go, pour moi, ça a été. Alors, j'en ai un peu rien à cirer de Pokémon à la base. C'est pas ma génération, mais j'ai joué comme un fou avec mon fils à Pokémon Go. Ouais, mais moi, j'ai joué très longtemps aussi. Hein. Mais voilà. Mais en fait, Pokémon Go, ça a été un tel choc. Quand je dis choc, c'est-à-dire qu'on a pu rencontrer des gens
peu importe leur origine sociale, ethnique, on n'en avait rien à cirer. L'important, c'était de jouer ensemble. On s'échangeait des conseils, on bougeait ensemble dans des endroits qu'on n'avait jamais vus auparavant. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment. C'était, je pense, un des événements vidéoludiques qui m'a le plus marqué de toute ma vie, en tout cas en termes d'échange. Et en termes d'accessibilité aussi. C'était simple. C'est-à-dire, il nous fallait juste un smartphone et puis voilà quoi. Est-ce que Rafale est dans le périmètre? Yes. Je crois que t'es à une table. Nora. Évidemment, Mais où es-tu? Mais où passionnant es-tu? ce que vous êtes en train de raconter. D'ailleurs, on va y revenir hein, évidemment dans quelques minutes à ce débat avec nos intervenants. Mais je vous disais tout à l'heure qu'on rencontre de cette Urban Jam qui se passe ici à Pantin au magasin Généraux. Une OP de ouf où 8 équipes ont été formées, 8 binômes entre des gens issus de la culture jeux vidéo et des gens issus des cultures urbaines. Je vais donc aller voir les 8 équipes tour à tour. Et là, c'est la première que je rencontre. Ils ont passé 48 heures ici. C'est l'équipe Clip. Le projet s'appelle 1 million de CV. Et je suis en compagnie de Frédéric pour l'équipe de développeurs culture jeux vidéo. Et aussi Nabil. Ça va Nabil, ouais, issu pour dire représentant des cultures urbaines. On va me faire un signe pour me dire si tout fonctionne sur la technique. Je vais pouvoir commencer. En tout cas, voici Nabil. Pour l'instant, il n'y a pas de signal issu, c'est pas grave, on va s'en sortir. Nabil, ici, est réalisateur de clips aussi, avec William Thomas, qui malheureusement n'est pas là, et lui est en tournage. Des clips de ouf que forcément vous connaissez, que vous avez vus, notamment le réseau de Niska, 200 millions de vues. Déjà, c'est sa faute, c'est lui, c'est ce monsieur. Nabil, alors comment est-ce que toi, quand tu as proposé ce projet, tu as voulu venir tout de suite? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Bah alors, ce qui m'est passé par la tête, c'est que moi, je suis issu de la culture jeux vidéo et étant autodidacte, ouais aussi, j'ai appris à apprécier les cinématiques et de là est née l'envie de pousser un peu la réalisation. Notamment, je fais référence à des jeux comme Another World ou d'autres jeux où on pouvait plonger dans un gameplay de nombreuses heures, en gros. Voilà. Et on était amenés à travailler ensemble sur ce projet, notamment via le Media Lab, où ma structure, parce que je suis dirigeant aussi d'une boîte de prod par laquelle on fait tous nos projets, qui est une boîte de prod indépendante. Et j'ai rejoint le Media Lab il y a quelques temps avec Erwan et Wael et l'équipe et Farid aussi. Et voilà, donc l'idée c'était de commencer à développer des projets, notamment le documentaire aussi Mon Incroyable 93, et qui devrait pas tarder à arriver aussi, et ses nombreux clips. Voilà. Et là, voilà, l'idée c'était de faire un jeu lié à l'emploi, lié à l'insertion, et pas forcément un jeu où on joue, mais un jeu où on comprend, on déchiffre et on décode. Ouais, voilà, hein, justement, toi, tu as l'habitude de faire des clips, tu parles des documentaires, mais aussi des clips pour des artistes, notamment des rappeurs. On a parlé de Niska, on parle de MHD aussi. Qui d'autre? Un peu de name dropping pour faire plaisir aux gens qui nous regardent. Il y a eu H Magnum, il y en a eu tellement en fait, je peux même pas tous les citer. Sadek. En gros, tous les clips que tu as kiffés, qui ont été vus des millions de fois, c'est sa faute à lui et à William. Mais malgré tout, vous n'avez pas fait un jeu autour, à proprement dit, autour de la musique. Vous avez fait une création autour de l'emploi. Votre projet s'appelle 1 million de CV. Pourquoi aller sur cette thématique-là? Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème lié, on va dire, à l'identité, et qu'on arrivait souvent avec des costumes, des cravates, mais ça voulait pas forcément dire qu'on avait les compétences. Et nous, au rythme où on va, quand on performe, on fait pas forcément gaffe à ce que on ait une casquette ou pas. Et je trouve que ce code-là, il peut être brisé afin qu'il n'y ait pas de raison d'avoir un beau costard ou une belle casquette, mais plutôt d'avoir des bonnes compétences et de faire son boulot correctement, quoi. En gros, voilà. Et ton binôme aujourd'hui, c'est Frédéric. Comment ça va, Frédéric? Écoute, ça va très bien. Merci d'être là, vous avez travaillé ensemble pendant 48 heures autour de ce projet. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il est arrivé avec l'idée? Est-ce que vous avez réfléchi ensemble? Comment ça s'est passé? Écoute, on a réfléchi ensemble, on a essayé de croiser un peu nos univers, puisque Nabil est surtout spécialisé, justement, je le disais, dans la production de vidéos, etc. Et donc, on a essayé de voir, la vidéo, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas très interactif, donc on a essayé de voir ce qu'on pouvait apporter avec le jeu vidéo pour rendre ça interactif et croiser un petit peu les effluves au niveau de nos deux activités et trouver des points communs, quoi. Donc c'est pourquoi Nabil est parti sur l'idée effectivement d'un jeune streetwear qui va à un entretien d'embauche. Et effectivement, ça nous a parlé parce que les préjugés, les a priori sur le jeu vidéo, nous on y est confrontés
tous les jours. Alors pas forcément sur les jeunes avec des casquettes, mais surtout, c'est-à-dire quand tu dis je travaille dans le jeu vidéo, on te dit ah bah dis donc tu dois bien t'amuser, ou alors c'est pas très sérieux, etc. Alors que si, c'est un boulot super sérieux qui demande énormément de travail. Faire que les autres s'amusent en jouant au jeu, c'est un énorme travail. Et donc, du coup, bien sûr, parce que tu dois penser à tout régler, etc. et pour obtenir le résultat et penser au destinataire du jeu qui, lui, doit prendre du plaisir juste et pas galérer ou essayer de comprendre ce que tu as voulu lui transmettre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Frédéric ? Je suis cofondateur d'un studio qui s'appelle Le Cortex, avec mon associé Joanne qui se trouve juste derrière, voilà. Et donc on fait des jeux, on participe à des événements, on collabore énormément avec des institutions comme les hôpitaux de Paris pour faire des jeux pour la rééducation aussi de la voix pour les personnes atteintes de Parkinson ou post-AVC. On travaille aussi avec les enfants malades pour essayer de réintroduire du lien social et du bien-être dans des lieux qui en manquent. Vous faites des choses avec du sens, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Hein. Et ils ont aussi participé, ils ont créé, il me semble, tous les jeux The Voice et tous les jeux sur PlayStation, oui. Et ça, c'était le point commun entre eux et nous. Vu que nous, on vient du clip et eux, ils viennent de la musique. Donc ça a matché. Ça a matché direct, d'ailleurs, on va le voir. Votre projet, c'est un clip. C'est un projet clip, c'est pas un jeu d'aventure, c'est pas un RPG, c'est pas un jeu de baston. Même si l'emploi quelquefois, aller à un entretien, c'est de la baston. Là, c'est un clip. Est-ce qu'on peut regarder un peu et puis vous allez commenter en même temps ce qui se passe ? On va lancer le jeu, on va lancer ce clip, ce projet qui s'appelle 1 million de CV. Et qui est donc le premier projet qu'on vous présente issu de cette Urban Jam, qui a lieu donc ici à Pantin, au magasin Généraux. J'ai écrit 1 million de CV pour avoir une seule réponse. À chaque fois qu'on me demande d'où je viens, je sens le sol qui s'enfonce. J'ai ma culture à part entière, je ne veux pas la dénigrer. Je veux juste avoir ce job sans changer d'identité. L'avenir est en nous, posez-moi vos questions. Embauchez-moi comme je suis et ne faites pas attention. La vie est plus belle en portant une casquette. J'ai ma dégaine, j'ai mon style, elle cache ce que j'ai dans la tête. L'avenir est en nous, posez-moi vos questions. Embauchez-moi comme je suis et ne faites pas attention. La vie est plus belle en portant une casquette. J'ai ma dégaine, j'ai mon style, elle cache ce que j'ai dans la tête. Rentrer au quartier, annoncer la bonne nouvelle. Dire à mes amis, ma famille que j'ai du taf à l'appel. Qu'on nous accepte comme on est, qu'on a enfin le droit de choisir. Entre livreur, vigile ou bâtir un empire. Alors parlons de compétences, stop à ces préjugés. Je veux taffer en casquette, sans être mis de côté. C'est mieux que la chemise de papa, qui est vraiment démodée. Et en plus de ça, il veut même pas me la prêter. L'avenir est en nous, posez-moi vos questions. Embauchez-moi comme je suis et ne faites pas attention. Et là, voilà, on arrive dans la séquence jeu. On a 3 secondes pour faire quoi, Frédéric ? Alors pour choisir l'attitude que tu veux avoir face au recruteur. L'idée c'est d'utiliser uniquement les bases du langage non verbal, c'est-à-dire son positionnement. Est-ce qu'il te regarde en face? Est-ce qu'il se tient droit? Est-ce qu'il a tendance à reculer? Donc là, à première vue, je me suis tenu correctement. Là, je me dis tiens, j'ai envie de m'enfoncer dans ma chaise et de croiser mes bras, par exemple en regardant à gauche, à droite. Toi, là tu vois tout de suite, il a pas l'air d'être très réceptif par rapport là. Il y a un petit geste d'énervement peut-être avec son stylo. Bon, alors on analyse ça, on se dit bon, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Alors je vais essayer de me rapprocher peut-être de lui, tu vois. Voilà. On a choisi quelle attitude? Donc là on a choisi une attitude un peu plus redressée, en posant les mains sur la table. Donc là on voit qu'il a été réceptif parce qu'on imagine qu'il y a un dialogue pendant ce temps-là. On parle du poste de travail, on parle de tout ça, mais là c'est basé, le jeu est basé uniquement sur cette reconnaissance. Donc là il vient d'acquiescer, donc moi aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cliqué sur le chat là? Voilà. Est-ce que tu veux décrocher le job? Écoute. À demain. L'avenir est en nous, posez-moi vos questions. Là ça a marché. Là on est embauché. Les fins sont différentes en fonction de ton attitude. Effectivement, tu peux cliquer sur les chats, mais avoir une attitude de chaton, c'est pas forcément. Tu vois, les vidéos de chats, c'est un peu le mal d'Internet aussi. Ça peut te perdre pendant très longtemps. Donc là, c'est un peu la même chose. Tu vois, avoir l'attitude d'un chaton qui gratouille son siège, ça va pas forcément servir ta cause. Voilà. Mais l'idée étant vraiment de montrer. Oh là. Non, tout va bien. Tout va bien. Il y a une personne qui est tombée, mais c'est les risques du métier. Bien sûr, vous savez, jeu vidéo, c'est un peu tough, donc voilà.
à fond. Donc là, l'idée étant vraiment de parler de la communication non verbale et d'essayer de comprendre l'interlocuteur de par son attitude et de soi-même adopter une attitude. Finalement, la casquette, les baskets et le reste de la tenue importe peu. Si tu es en connexion avec ton interlocuteur, si tu réagis à ce qu'il te renvoie comme signal avec son corps, si tu lui parles normalement, etc., il va bien finir par voir derrière l'habit, derrière, entre guillemets, je ne veux pas dire derrière le costume, voilà, qui peut être un peu non corporate, parce qu'on a l'habitude dans l'entreprise d'avoir des petits souliers en cuir, un costume et une chemise, voilà, comme est habillé aujourd'hui Nabil, tu vois, parfait, donc qui est très corporate, plus la casquette. Donc, du coup, on est habitué à avoir une image un peu stéréotypée et, à l'inverse, une image aussi stéréotypée de quelqu'un qui pourrait évoquer le non-sérieux et l'ennui et le travail un peu détaché, alors qu'il n'en est rien. Tu peux être très compétent et porter une casquette. C'est ce droit-là qu'on essaye de défendre aussi. Un mot de conclusion, Nabil, avant de repasser au débat. L'idée, c'était aussi d'avoir le côté simulation pour permettre aussi à des gens... l'idée, c'était ça. Après, on n'a eu que 48 heures pour faire l'échange. Et c'était d'avoir un simulateur qui pourrait permettre aux jeunes ou aux plus anciens ou autres d'avoir un positionnement et de comprendre les codes pour savoir comment se tenir à un entretien. C'est souvent des choses qu'on peut oublier. Voilà, donc c'était ça le but. Et avec une casquette ou autre, l'idée, voilà, c'est ça. Un chapeau, ça marche aussi. Bravo pour ce premier projet, en tout cas Nabil et Frédéric, vous pouvez applaudir fort. Vous réagissez évidemment avec le hashtag UrbanJam. On repasse au débat avec Nora Hamadi. Alors justement, est-ce qu'on pourrait, je vais m'adresser là au secrétaire d'État, Mounir Majoubi, quand on vient de voir là cet exercice de simulation, venir avec sa casquette au boulot et puis expérimenter la communication non verbale, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait pourquoi pas mettre en place, développer, afin justement de faire tomber un peu ces barrières, ces représentations? Qu'est-ce que vous en pensez d'un travail comme celui-là? Bon, là c'est une question large que vous offrez. Oui, toujours. Comme ça, je suis sûr que vous allez rester longtemps avec nous. Est-ce qu'il faut travailler sur les représentations? Ouais, celle du recruteur, celle de celui qui y va, celle qu'on n'a pas reçue à la maison, celle qu'on n'a pas reçue à l'école, celle qu'on peut recevoir quand on a les bons amis, quand on a la famille ou les amis de la famille qui vous les transmet. Et puis il y a aussi se poser la question de la nécessité ou pas de le faire. Pendant longtemps, on a dit qu'il fallait qu'on apprenne les codes aux jeunes. Et là, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on dit peut-être qu'en fait l'apprentissage, il est des deux côtés. Peut-être qu'il faut qu'on apprenne les codes aux jeunes, mais il faut qu'on apprenne aussi à ceux qui sont de l'autre côté les codes des jeunes et voir comment ça peut être à la fois enrichissant et fort. Là, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est important. Ouais, on peut avoir une casquette, on peut être comme on est et être un excellent développeur, être un excellent ce que tu veux. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des jobs qui sont tellement en tension, comme par exemple les développeurs informatiques, que les développeurs informatiques aujourd'hui, c'est eux qui décident comment ils viennent au job, c'est eux qui décident comment ils s'habillent, c'est eux qui décident. Bon, ça, c'est un peu l'avenir. Dans les métiers en tension, vous allez voir que le lieu de la négociation, il ne sera pas au même endroit. Aujourd'hui, c'est les employeurs qui essayent de plaire aux développeurs. Je pense que ça va se généraliser à d'autres métiers. C'est moins vrai dans les métiers de service et les premiers métiers auxquels on accède sans études. Mais je pense que le chemin, il est bien, il est entre les deux. Avant de vous laisser nous quitter, parce que malheureusement, vous êtes appelés à d'autres activités, pour revenir un petit peu à la première partie du débat, est-ce que vous estimez que le jeu vidéo peut être justement un levier à la fois d'emploi, et vous venez de le dire, mais de changement de représentation sur les femmes, sur les minorités, sur les gens issus de quartiers populaires, sur les banlieusards, sur la banlieue en général ? Évidemment, et moi depuis 9 mois que je suis là, j'essaye de soutenir toutes les initiatives qui soutiennent la mixité et la diversité dans le jeu vidéo. Au salon du jeu vidéo, j'avais dit, moi je rêve d'un jour où c'est Princesse Samira qui va les sauver, Princesse Peach, au lieu d'avoir toujours Mario. Il y a un moment, il faut... pas tout de suite. Sébastien Abdelhamid n'est pas d'accord. Non, mais il faut qu'on s'ouvre complètement sur le sujet. Il y a 3 semaines, j'étais chez les Accidental Queens. C'est un studio qui a été créé par des femmes, porté par des femmes, avec des jeux vidéo qui posent des questions spécifiques sur les sujets de vie des femmes et de la transidentité. Bon, il y a personne d'autre qui fait ce genre de jeu, et elles en ont vendu plus de 100 000. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Souvent, on se dit, ouais, quand on fait un jeu un peu social, c'est contre le système économique. Non, en fait, elles ont fait un jeu qui marche bien, qui traite de grandes questions, et avec un studio dirigé par des femmes. Donc, tu vois, quand il y a des femmes et de la diversité, souvent, ça marche très bien et ça peut aller très loin. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, sur la question de la diversité aussi des publics. Merci, Mounir Majoubi. On peut vous applaudir. Merci d'être passé chez nous ce dimanche après-midi. Et justement, je vous repasse la parole. Vous avez aussi
développé de votre côté avec Sweet Arsenic, Aurore Palisson, un jeu vidéo autour des questions de décroissance. Comment est-ce que cette question justement de sortir un petit peu des sentiers battus sur ces thématiques en fait est venue à vous? Comment vous avez imaginé ça? En fait, donc, nous, on travaille donc, sur notre premier projet qui s'appelle Résilience, qui est un STR, donc un jeu de stratégie en temps réel. Sauf qu'on a voulu sortir des codes, en fait. Traditionnellement, sur un STR, on va commencer, type StarCraft, par exemple, on commence avec un petit groupe, et puis on va être sur de la conquête militaire, et augmenter en population, en technologie, etc. Nous, on a vraiment voulu casser les codes, et on a voulu partir dans le cheminement inverse. Donc le concept de résilience, on est à la fin de la civilisation, en fait il y a une catastrophe climatique et on se retrouve à la tête de 2000 survivants qu'on va devoir conduire dans un lieu sûr, en sécurité. Et donc déjà on va poser les questions dans l'autre sens parce qu'on est complètement sur le déclin vu qu'on est à la fin de la civilisation, on a une population qui est fixe au début, qui est de 2000 personnes, et donc ceux qu'on va perdre, on va les perdre jusqu'à la fin du jeu. Et on est aussi sur le déclin technologique, puisque les conséquences du cataclysme vont faire qu'à chaque niveau, au lieu de gagner une technologie, on va perdre une technologie. Et en fait, comment dire, nous, ça nous a paru, dans cette idée de casser les codes et d'aller sur réfléchir plus loin. En plus, dans le studio, on est plusieurs. Là, on est vraiment dans l'idée en fait de la décroissance, de la finitude des ressources, quelque chose en fait qui nous interpelle aussi d'un point de vue de l'actualité de manière plus globale, quoi. C'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on est plusieurs à avoir justement des idées, pas des idées, mais des positions fortes sur l'écologie ou sur des questions sociales. Et justement, là, c'était aussi montrer, rendre typiquement, moi, en tant que scénariste, que je parle qu'on aborde le deuil de la divinité humaine, parce que l'homme doit comprendre qu'il n'est plus Dieu et que la nature reprend ses droits. Et donc on aborde ça, on est sur une migration d'une population occidentale en plus. Donc là aussi on casse des clichés. On casse des clichés, exactement. Et on est dans l'identification. C'est ça. Et Raphaël Koster, est-ce que ça marche ça, ce genre de jeu justement? Bien sûr. Après, c'est aussi des questions de game design. Je pense que ce qui fait que le message passe bien, évidemment, c'est la façon dont le jeu est conçu, s'il est amusant, s'il est prenant. Donc, un jeu vidéo, c'est vraiment un ensemble. Ouais. On n'est pas obligé en fait d'être dans l'archétype du jeu vidéo quand on est complètement béotien, qui est GTA, qui est FIFA. C'est-à-dire que il y a un public en fait aussi pour ces jeux-là, de plus en plus. De plus en plus, oui. Là, vraiment, c'est passionnant ce qui est en train d'émerger depuis quelques années. Moi, en 2006, pour ma thèse, j'avais été à la Coupe du Monde des jeux vidéo à Bercy. J'avais rencontré l'équipe féminine de jeux vidéo qui avait gagné la finale de Counter-Strike. Et le portrait que me faisait le coach de cette équipe, c'était vraiment le portrait de tous les stéréotypes. Il disait que les filles n'avaient pas d'espace pour exister socialement dans les forums. C'était soit des garçons moqués, soit des bimbos. On était en 2006. Et on voit le chemin parcouru depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a plein d'initiatives, que ce soit au niveau des studios, des propositions de jeux qui sont faites, que des publics. Toutes les études maintenant montrent que de plus en plus de filles jouent aux jeux vidéo. Voilà, les choses changent et dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, quoi. Alors, Raphaël, je crois que tu es justement avec une jeune fille qui, elle aussi, travaille sur les stéréotypes, non? Ouais, je suis dans le public ici à Pantin, au magasin Généraux. Si vous venez nous rejoindre sur ce stream, et on rencontre de l'Urban Jam qui s'est passé ici. Anna est dans le public. Comment ça va, Anna? Écoute, ça va très bien, merci. Toi, tu représentes quelle structure? Alors, je représente Son of Sneakers. En fait, on est un média autour de la culture sneakers. Et qu'est-ce que tu avais envie d'apporter comme contribution au débat? Alors, du coup, on s'est posé un peu la question à faire le lien entre la basket et les jeux vidéo. Et on a demandé aux gamers, est-ce que la sneaker, c'était un accessoire incontournable pour eux? Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'était cette espèce de lien qui peut être fait entre l'individu et donc le gamer et la basket. Et donc on leur a posé un peu des questions du genre parle-nous de la paire qui t'a marqué. Est-ce que quand tu es en jam, est-ce que tu as besoin d'avoir une certaine paire peut-être pour être un peu plus proactif et être carrément proactif ou plus chill? Alors tout dépend, parce que des fois, quand le timing joue contre toi, t'es vraiment à la recherche, t'as besoin d'être un peu sur les starting blocks en fait, et c'est ça qui pouvait être intéressant. Et il y en a, comme Marine par exemple, qui est de l'autre côté, c'était intéressant de voir qu'en fait, quand elle jam, elle est en chaussons, tu vois. Donc après, je pense que tout dépend vraiment de l'individu. C'est la personne qui est là-bas, là? Ouais, c'est la jeune fille. C'est la personne qui a chuté tout à l'heure, qui a glissé, qui était en chaussons. D'accord, j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, elle me tire la langue. T'as bien raison. Merci pour ton intervention. Tiens, Johan, qui est notre cadreur, peut-être, on peut aller voir sur cette petite paire, évidemment, gameuse.
très cool. Je me suis mis aussi aux couleurs de la jam, forcément, évidemment. Je vous parlais des équipes de développeurs. On va continuer à aller les voir tout au long de ce stream. Je vous rappelle que 8 équipes étaient en Game Jam ici à Pantin, et justement avec cette thématique d'Urban Jam. Comment est-ce que les gens issus de la culture jeux vidéo et les gens issus des cultures urbaines peuvent se rapprocher et matcher pour des créations. Et là, je suis très content d'aller voir cette création avec Blachette, Stan aussi, qui s'assoit, je vous en prie, qui représente l'équipe Fumigène, membre éminent du Media Lab 93, média, littérature de rue, cultures urbaines, vivre ensemble, politique, culture au pluriel. Blachette représente cette équipe. Aujourd'hui, comment ça va ? Ça va, ça va. Alors, explique-nous quel était le point de départ de votre création. Alors, comme thème, on avait la littérature de rue. Donc du coup, on a brainstormé vendredi, on voulait savoir où on allait, et comme l'équipe Fumigène avait intégré l'équipe dev, on s'est dit pourquoi pas partir du magazine Fumigène, du hors-série à Fontenay, et d'aller dessus et travailler là-dessus. Donc en fait, on est parti de ce hors-série qui présente tous les habitants du quartier. On a créé donc une map où on peut se balader à l'intérieur, où on rencontre du coup toutes les personnes qu'on a pu rencontrer le jour où on est parti à Fontenay, et voilà, on évolue dans ce milieu. Est-ce qu'on peut lancer le jeu histoire de voir ? On rappelle donc que l'équipe de Fumigène a fait un hors-série à Fontenay-sous-Bois, on rencontrait diverses personnalités, associations, et vous en rendez compte dans cette création. On y va ? C'est parti ? Tu veux dire un mot ? Ah bah tiens, il me dit Stan, qui a bossé, qui fait partie de l'équipe jeux vidéo, me dit essaye d'y jouer. Comment je fais ? Donc alors, regarde, on va le faire tous les deux, Blachette. Là on est censé être à Fontenay-sous-Bois. Hein. C'est exactement On est dans le 94. Et là j'avance, donc je suis un des journalistes Fumigènes, j'avance. Beaucoup de gens ont une mauvaise image des Laris. Pourtant, c'est un quartier où il se passe beaucoup de choses. Rassemblements, fêtes, clips de rap. Mais c'est cool. C'est ici que j'ai démarré ma carrière de rappeur. Dans 10 ans, je serai toujours au Laris. Peut-être que je partirai. Les Laris resteront en moi, quoi qu'il arrive. On cherche. Et du coup, on repart se promener du coup dans les Laris et rencontrer du coup les habitants. Et du coup, ça nous fait visiter le quartier. Donc du coup, on a repris la même map du quartier. C'est pas une map inventée, donc hop. Mais je reconnais les dessins en plus. C'est toi, Blachette, qui a tout fait au niveau du graphisme ? Alors le graphisme, non. Les personnages, oui, il y a moi et Naomi qui est quelque part par là. Donc tous les personnages qu'on rencontre, c'est moi qui les ai dessinés avec Naomi, qui était dans mon équipe du coup. Ouais, Blachette qui est donc une des dessinatrices cartoonistes de l'équipe Fumigène, mais aussi qui fait des super trucs. Allez les voir, allez la follow sur les réseaux sociaux, elle déchire. @Blachette. Et là, voilà, on va faire un deuxième exemple. Hein. Ici, on rencontre donc 2 nouveaux personnages. Donc Zaza, c'est la daronne du quartier. Nos parents la connaissent depuis toujours. Elle nous a vu naître, grandir, évoluer. Elle répond toujours présente lors des moments difficiles, comme Françoise, qui est prof de maths à la retraite. Ensemble, elles ont créé Jean Zé en vie à la suite de l'accident tragique d'un ami qui aide les familles de jeunes en situation de handicap. Elle héberge aussi d'autres assos, dont le collectif Solidaire, de jeunes fontenaisiens des quartiers des Laris et villages qui œuvrent pour l'insertion des jeunes en situation de handicap. Ah ouais, donc on retrouve vraiment tout le sommaire de ce hors-série. Je crois qu'on a rencontré Assa Traoré du collectif Justice et Vérité pour Adama, on la retrouve dans le jeu, etc. etc. C'est un bête de jeu. Mais c'est infini en fait là. Enfin, non, c'est une fois que tu as rencontré tous les personnages, c'est bon, tu as gagné. Voilà, ça nous permet également d'avoir une autre vision du quartier. Parce qu'on voit, en rencontrant plein de personnages, on découvre plein d'histoires. Les gens ont des vécus différents. Donc voilà, c'est cool. Ça permet d'avoir une autre vision et c'était le but aussi. On va big upper les gens de ton équipe. Hein. Je sais que pour Fumigène, il y avait Alexis, Naïma et bien sûr Blachette. Et du côté des développeurs, il y avait Titouan, il y avait Stan et Delphine, et Naomi. super. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Stan.
Alors peut-être une question, Raphaël Coster, ou peut-être, enfin, comment on peut juger de ce type de jeux vidéo qui ici en fait permettent de représenter un quartier populaire, une ville, des banlieusards autrement. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement marcher, ce genre de pérégrination, de tribulation au travers d'une ville? Raphaël Coster, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça super. Je suis pas en mesure de critiquer quoi que ce soit. Je trouve ça permet de rendre déjà les quartiers plus visibles. Ouais. On voit qu'en plus, dans la manière de faire, là, on n'a qu'un aperçu, mais ça reste très ouvert. Donc on peut imaginer qu'on implémente, c'est une base à partir de laquelle après on peut rajouter tout ce qui fait les spécificités du quartier. Donc je trouve que c'est extrêmement prometteur ce genre d'initiative et on peut imaginer qu'on peut mettre sur cette base-là n'importe quel nouveau propos dans lequel on se reconnaîtra. Ouais. Aurore Palisson, en quoi est-ce que justement le jeu vidéo change l'image, change les représentations? Au-delà même des quartiers populaires, hein, j'entends. Non, mais je réfléchissais. Alors déjà, juste pour répondre à la question précédente, c'est des types de jeux qui existent, hein, c'est ce qu'on appelle des walkers, où c'est des jeux où simplement la personne et le joueur est juste invité à se promener dans un environnement. C'est des jeux qui peuvent très bien fonctionner, genre je vais penser à Journey par exemple. Et c'est un moyen pour le joueur, en effet, de découvrir d'autres horizons, ou de découvrir. En fait, on peut complètement raconter une histoire, ce qu'on appelle la narration environnementale. On peut raconter une histoire sans aucune ligne de dialogue. Et des fois, juste de parcourir un environnement, ça peut raconter une histoire, ça peut nous faire réfléchir. Et par rapport à la deuxième question que j'ai oubliée. Sur les changements de représentation, oui, pas voilà. de problème. C'est justement ce qui est bien dans le jeu vidéo, c'est que le joueur est acteur. Il va s'impliquer. Et on va pas être juste un spectateur ou des fois d'être juste spectateur, on va pas forcément réfléchir. Là, le fait qu'on a une implication, le fait que le joueur est acteur, forcément, d'une manière ou d'une autre, ça va le faire réfléchir, même s'il en a pas conscience immédiatement. C'est quelque chose qui va intégrer en lui. Ouais. Et Ça veut dire qu'on change, en fait, on façonne aussi un imaginaire. Raphaël Coster, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Non, moi, je suis prudent avec cette question-là, parce que la question des représentations, c'est hyper fluctuant. En fait, il y a des choses qui sont gravées dans le marbre, qu'on va trouver dans les médias notamment, qui vont monter en épingle des représentations, donc ça va devenir presque des mythes, des symboles. Mais les représentations réellement, la manière qu'on a de voir un quartier, ça change, mais ça change tellement vite. Je peux vous dire, en sociologie, quand on fait des études de terrain, quand on pose des questions à la même personne d'un jour à l'autre, on va avoir des représentations différentes. Ça dépend aussi de l'état d'esprit, de la rencontre qu'on vient de faire. Et dans le jeu vidéo, si je reprends l'exemple de Pokémon Go, qui est un petit peu passé de mode maintenant, mais quand même... Mais qui a été un tel succès, en fait, et c'est presque un... Oui, mais justement, une des questions, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était de voir, est-ce qu'on va percevoir autrement le quartier ? Et oui, mais en fait, c'est secondaire. L'idée surtout, c'est quels vont être les nouveaux lieux de rendez-vous, quelles vont être les socialisations. J'ai été comme ça inclus dans une communauté de chasseurs qui m'ont dit quels étaient les bons coins pour trouver les dracs au feu. J'ai assisté à des nouveaux rituels de drague. Maintenant, c'est vrai. Ouais, oui, maintenant pour avoir le téléphone d'une nana, c'était le type demandait quel niveau la personne était à Pokémon Go. Enfin, on voyait comme ça des choses qui se passaient. Mieux que Tinder, Pokémon Go, quoi. Ouais, enfin. Et évidemment que ça impacte la représentation. Mais en fait, ça, c'est une question déjà presque trop théorique et presque trop intime. Ça change énormément. Et pour terminer, pour pas être trop long, là où vraiment je vois que ça change et très très vite, c'est sur une étude un petit peu différente sur un robot phoque en maison de retraite. Je travaille là-dessus en ce moment. Ouais. Et l'une des questions, donc c'est un robot phoque, c'est destiné aux personnes Alzheimer. Ça sert un peu de doudou, ça sert à les réconforter. Il y a certains bénéfices cliniques qu'on est en train d'étudier si vraiment c'est avéré. Et comment est-ce qu'il est perçu, ce robot phoque ? Parfois comme un robot, parfois comme un bébé, parfois comme un animal. D'un jour à l'autre, ça change, aussi bien auprès du personnel que des personnes. Donc c'est pareil, c'est au même titre en fait que les représentations qu'on peut avoir des choses, ça évolue en fait par rapport au moment, quoi. Mais moi, je rejoins ce qu'a dit Aurore. C'est pas tant l'image qu'on se fait des choses qui importe, c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est ce qu'on va faire. C'est l'expérience en fait. Oui, la façon dont on va investir un quartier, la façon dont on va après créer à partir de cette expérience-là. C'est ça qui est vraiment tangible et à partir duquel on peut réfléchir. Un bon exemple là-dessus aussi, un peu comme Pokémon Go, il y a quelques années, Google avait lancé avec Nantis le jeu Ingress. Ouais. Où là, c'était de la même manière que Pokémon Go, c'était en réalité augmentée. Il fallait parcourir un quartier avec son smartphone. Mais l'avantage, là où Google avait eu du génie, c'est que en fait, les points de ralliement, c'était des œuvres d'art.
Mais sauf que n'importe qui, en fait, pouvait ajouter une œuvre d'art. Et qui était génial parce que du coup, on pouvait mettre autant des œuvres très connues comme la pyramide du Louvre, mais autant on pouvait, alors que ça a été lancé, je crois, ça a été lancé avant 2015, mais du coup, c'était très adapté au street art. Ouais. Parce qu'on pouvait totalement mettre des graphes. Il n'y avait pas besoin que la communauté juge que c'était de l'art. Il suffisait qu'une personne juge que c'était de l'art pour pouvoir l'ajouter à l'application. C'est hyper démocratique, quoi, finalement. C'était très démocratique et ça permettait vraiment de parcourir le quartier d'œuvre d'art en œuvre d'art. Une découverte, effectivement, une tribulation qui se met en place. Raphaël, on a appris à l'instant, en fait, que Pokémon Go pouvait être meilleur que Tinder. Je sais pas vrai comment ça se passe de ton côté. Moi, je suis inscrit aux deux, donc ça me va. Enfin, j'évolue sur les deux. Je suis avec une nouvelle équipe de développeurs et un nouveau projet, évidemment, qui s'appelle Gentrified, avec Axel. Bonjour Axel, ça va? Ça va, merci. Axel, tu fais quoi? C'est quoi ton métier, toi? Alors, je suis là dans la team, je suis développeuse et dans la vie, j'enseigne l'informatique. C'est notre développeuse et notre rappeuse, Billy Brolock. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, plutôt bien, hein, ça va. Je suis content de voir tous ces projets assez fous. Et évidemment, vous avez un projet qui tourne autour du rap, et pas que, aussi. Alors, qui tourne autour du rap, en tout cas, on est parti d'un morceau qui habille musicalement notre jeu. Notre jeu, il tourne plus autour d'une thématique, c'est la gentrification. Et j'avais envie qu'on parle de ce sujet parce que je connais pas trop Pantin. Moi, je viens plutôt de Nanterre, mais je devine que c'est peut-être une thématique cousine, en tout cas que les gens du coin doivent connaître. Moi, je suis pas trop une gameuse, du coup, j'avais pas une force de proposition dans la forme et dans la stratégie très développée parce que je suis pas très familiarisée avec cet univers. Mais sur le fond... Mais voilà, du coup, je me suis dit, je vais envisager ça comme une mise en scène. Et j'avais envie de parler de ça. Et j'avais envie de parler en plus. Tu veux que je prenne le micro, c'est peut-être plus pratique? Ok. Je t'assure, ça va. Moi, je vais le prendre peut-être, je préfère. J'avais envie de parler de ça. Et puis en plus, on part d'une base qui est représentée dans le jeu, qui est la salle Daniel Ferry, qui est une salle qui existe vraiment, et qui est une salle de concert de Nanterre, qui est une salle très emblématique de la culture populaire à Nanterre, qui est une salle comme beaucoup d'autres, qui est menacée et condamnée. Et du coup, c'était aussi une occasion à la fois de faire une mise en scène sur une réalité qu'il peut y avoir, et puis à la fois aussi d'envoyer un big up et une salutation à cette salle et à son équipe, à son histoire. Axel, je propose qu'on lance le jeu. Voilà, tu vois, par exemple, j'ai plus de micro. Ah, c'est pour ça. On lance le jeu. Alors, comment s'organise ce jeu? Alors, ce jeu, c'est basé sur un type de jeu assez classique qui s'appelle les Tower Defense. Après, on a changé un peu le pitch. Le but, en fait, finalement, c'est d'utiliser l'influence de la street cred, des vrais gens du quartier, finalement, pour lutter contre la gentrification, donc contre les gens qui vont venir de l'extérieur et progressivement transformer les bâtiments qui ont une âme, une personnalité et qui font partie de la vie du quartier en bâtiments plus institutionnels, plus commerciaux. Donc voilà, en termes de mécanique de jeu, c'est assez basique. Le but, c'était vraiment de tourner autour de ce morceau, autour de cette thématique et de représenter la défense de cette salle et finalement la possibilité peut-être de voir une autre organisation où les quartiers peuvent s'autogérer, où il peut y avoir des lieux de vie qui permettent au quartier d'exister et de résister à finalement cette forme d'uniformisation vers toujours plus de tours, toujours plus de bâtiments tous pareils et de modes de vie tous pareils. Voilà, et il y a un certain nombre de textes qui ont été écrits par Billy un peu partout dans le jeu qui sont vraiment chouettes et que je vous invite à lire parce que finalement je pense que le fond du message est aussi dans ces textes et dans cette description du rôle des différentes entités dans le jeu. Les textes sont rappés, j'imagine, on les entend ou pas? C'est-à-dire qu'il y a le texte, il y a l'ambiance musicale qui raconte un peu globalement, on va dire, toute l'histoire de ce jeu. Et puis il y a des tiroirs, il y a moyen de se déambuler dedans et d'ouvrir des petites fenêtres où il y a des... En fait, c'est essentiellement en effet des textes qui viennent décrire un peu qui est qui. Ça s'appelle Gentrified, ça a l'air d'être d'un bête de jeu. Vraiment, ils ont réussi à faire une création jeu vidéo ludique autour de la gentrification. Vous vous rendez même pas compte qu'on normalement on s'amuse pas autour de la gentrification. Ça a l'air super cool. Bravo, vous pouvez big upper votre équipe de développeurs. Il y avait qui pour bosser avec vous? Alors il y a Marc qui est à côté de moi qui a fait travailler sur le dev. Il y a Thomas qui est derrière qui a été GD. Il y a Judy Kael qui est là-bas avec Gwendal qui ont fait tous les graphes. Et un énorme big up à eux parce que le taf de graphes en 2 jours c'était monstrueux quoi. Merci Axel, merci Billy Brolock. Merci pour votre jeu vidéo. Nora, c'est à toi.
Alors peut-être, Aurore Palisson, c'est génial parce que là, on a un jeu sur les questions de gentrification, sur les questions d'autogestion en fait d'un quartier. C'est un peu à l'image de toi, ce que tu as fait en fait au sein de ta structure, donc Sweet Arsenic. Est-ce à dire en fait que le jeu vidéo, il peut aussi être engagé politiquement, engagé sur des questions de société? Totalement. Je vais reprendre l'exemple de Accidental Queen, qui a été surtout connu pour... Enfin, leur premier grand jeu, c'était le Normal Lost Phone, qui traitait de la question LGBT. Donc on est sur des questions sociales. Alors j'ai pas d'exemple précis politique, enfin véritablement politiquement, mais oui, le jeu peut être engagé, mais on est à deux manières. C'est-à-dire qu'on peut être soit totalement militant et dire... prendre parti pour une cause et dire que l'antithèse est fausse, mais on peut aussi le faire de façon beaucoup plus subtile, et c'est aussi ça la puissance du jeu vidéo. Et du coup, on se souvient tous, par exemple, enfin, je sais pas, moi j'ai un souvenir de SimCity où il fallait qu'on gère notre ville et on avait soit le choix de la gérer de manière complètement, enfin où on épuisait des ressources et on finissait en fait par être hyper, enfin on était dans un corner et on n'était pas réélu, ou par ailleurs essayer de faire ça de manière un peu plus écolo, un peu plus durable. Et là il y avait quelque chose qui se passait. Donc là aussi il y a des espèces de messages induits. Totalement. Et avec cet exemple, je repense à un jeu, c'est pareil, je crois qu'il date des années 2000, je me rappelle plus, c'était Sid Meier Alpha Centauri, où là on était sur la colonisation de notre planète, et pareil, chacune des factions avait, donc il y avait la faction écologiste, il y avait la faction humanitaire, il y avait la faction militaire, et ça véhiculait aussi des façons de penser différentes. Raphaël Cosser. Jeux vidéo et politique, c'est un gros sujet. L'an dernier, à la Maison des Métallos, à Paris, il y avait une expo sur l'engagement social du joueur de jeux vidéo, avec plein de propositions sur les messages politiques véhiculés par des jeux, pour montrer comment un jeu vidéo pouvait s'engager politiquement. Mais je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Ouais. L'enjeu, c'est de savoir à qui s'adressent ces jeux. Est-ce que c'est des jeux comme SimCity qui vont toucher le plus grand nombre et qui vont diffuser leur message politique sans qu'on s'en rende compte en s'amusant? Oui, parce qu'effectivement, c'était quelque chose de complètement ludique et il n'y avait rien qui était estampillé politique, quoi. Voilà, c'est ça. La question, c'est à quel niveau on met le message? Est-ce qu'on le met de manière aveuglante au risque de s'adresser à un public plus restreint? Parce que les jeux exposés à la Maison des Métallos, ils utilisaient le procédé de la rhétorique procédurale. Pour le dire simplement, ça veut dire un message un peu méta sur le jeu qui s'adresse à un public de personnes qui savent déceler les codes, qui sont un petit peu... Qui sont déjà engagés, qui sont très politisés. Geeks. Voilà, un public de geeks, pour le dire simplement, Ouais. des gens qui sont vraiment avec une pratique assez intensive du jeu. Après, il y a évidemment des contenus idéologiques très forts dans tout jeu vidéo qu'il faut savoir décrypter, mais qui n'impliquent pas forcément un engagement politique de la personne qui joue. Mais c'est vrai que c'est des clés de lecture, quoi. Ouais, non, mais c'est ça qui est assez intéressant. Rafale, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a des gens? Je cherche mon cadreur. Où est le cadreur de il est Rafale? pas très loin, je pense, il est, je sais pas. Je Johan, sais pas où il est pas très loin. Il est là. Le voilà. Johan, il est ici, il est là, mon Johan. Regarde, je suis là, je suis à côté de toi. Et voilà. Si vous nous rejoignez, vous avez vu que c'est plutôt cool. On rencontre de l'Urban Jam qui s'est passé ici à Pantin depuis vendredi soir. Vous balancez aussi vos tweets avec le hashtag Urban Jam. Avec Wael qui lit tous vos tweets. Quelques réactions, frérot? Ouais, on parle de cyberquartier à la place de cyberattaque, des choses comme ça. Tout va bien. C'est un peu calme, donc n'hésitez pas à partager, à poser des questions. La question, c'est comment les jeux vidéo comment les jeux vidéo peuvent-ils changer l'image des quartiers? Voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis un peu le Jean-Pierre Pernaut du tweet, donc n'hésitez pas. Je sais que sur TF1 en ce moment, c'est 7 à 8, mais stop, faut arrêter là, faut venir poser des questions, n'hésitez pas. Il y a des petits jeunes. Bah ouais, regarde, c'est quoi ton prénom? C'est Abdelak. Abdellah, comment ça va? Bien. Tu habites à Pantin, toi? Non. Même pas? Et t'es arrivé jusqu'au magasin généraux? Oui. Eh bah bravo, tiens, hein, on remercie les parents. Toi, tu avais une remarque. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je voulais dire parce que en fait c'est bien de communiquer, mais en fait c'est bien la technologie parce que tu peux faire des rencontres et tu peux même faire des rencontres et faire plein de choses. Et Mais tu vas dire mais quoi? mais il y a un côté c'est pas bien parce que tu as une manque de communication envers des autres gens. Ah, manque de communication, me dit Abdallah. Super question. Peut-être Super rapidement, question. quelqu'un peut répondre Bah ici. oui, je sais pas. Raphaël Cosser, peut-être. Alors, est-ce que le jeu vidéo, ça isole ou est-ce que ça permet de créer de la connexion, du lien social? En fait, j'avais toute une réponse super bien préparée à cette question-là. Et puis, je me suis entraîné avec mon fils Gabriel de 5 ans. Et je lui ai dit, à ton avis, comment est-ce qu'on peut améliorer la ville dans laquelle on habite avec le jeu vidéo? Il m'a juste répondu qu'on pouvait pas.
Ah bon? Oui, il adore jouer au jeu. Hein. On joue Ouais. ensemble à Zelda Breath of the Wild sur Switch à la maison. Il est toujours fan, il me demande tout le temps. Mais pour ce qui est de sortir, je lui dis, mais si on met un jeu vidéo sur la porte de ton école, il me dit, bah c'est pas intéressant, je préfère jouer avec mes copains. Donc c'est vrai que on reçoit plein de commandes et il y a une volonté très forte d'intégrer le jeu vidéo au quartier pour justement faire de nouvelles rencontres, explorer de nouveaux territoires. Mais ça reste une volonté. C'est vrai qu'après, la question reste ouverte, savoir si ça peut prendre ou pas. Le jeu vidéo, ça reste aussi une interaction avec un écran, les socialisations que ça permet et la manière de vivre la ville. Est-ce que ça marche? Alors peut-être Voilà. Aurore Palisson, mais c'est vrai qu'on parlait de Pokémon Go, on voit bien qu'en fait, il y a un peu... Enfin, il y a à boire et à manger finalement. Ouais. Enfin, là, je pense que la jam, en fait, est un très bon exemple parce qu'au final, là, on n'est pas tous derrière notre écran et pourtant, on est réunis autour d'une passion commune qui est le jeu vidéo. Donc, je pense que la question est plus complexe que ça. Les gens vont sans doute s'imaginer qu'on est forcément derrière un écran, mais même, ça permet, par exemple, de communiquer avec des personnes. On pense, je sais pas, que ce soit World of Warcraft ou ce genre de truc, Voilà, on a des teams, on peut quoi. communiquer Enfin, avec le monde entier. On a sa guilde, quoi. Ouais, enfin, moi, ça m'arrive très fréquemment. Enfin, c'est aussi comme ça que j'ai appris l'anglais. C'est d'être dans des guildes internationales. Et donc, c'est là qu'on se rend compte. Au début, on se dit, oui, je suis français, je parle pas très bien anglais. Et puis après, on me dit, mais de toute façon, c'est l'anglais international, tout le monde se prend et on se débrouille. Donc finalement, en fait, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Si je peux en un mot, Raphaël. En un mot, en fait, le jeu vidéo, c'est un outil. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir comment s'en servir et de ne pas trouver de mauvaises adaptations avec l'environnement social. Donc on peut même utiliser World of Warcraft pour apprendre l'anglais, pour rencontrer d'autres personnes d'une équipe. Les problèmes dont on parle de communication, ils viennent juste d'une mauvaise adaptation du jeu à l'environnement. C'est un outil, quoi. C'est comme tout, c'est la manière dont on l'utilise. Raphaël, je crois que tu as encore quelque chose à nous faire découvrir. Mais j'ai évidemment plein de choses. Notre camarade Johan qui tient la caméra est en train de filmer un autre camarade qui a mis ses lunettes, qui a pris ses manettes, qui est prêt, qui est passé en mode vert, tout simplement. Et justement, c'est le projet dont je vous parle maintenant, celui autour de la culture numérique qui a été réalisé par Virtual Asso et le crack des courtières. Virtual Asso représenté par Sam aujourd'hui. Comment ça va, Sam? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je suis directeur créatif dans un studio de création de contenu en réalité virtuelle, donc les choses comme ce qu'on voit là. Pardon, j'ai tourné le dos, mais je suis toujours avec vous, l'Urban Jam. Et il y a aussi Omar aussi qui est là. Comment ça va, Omar? Ça va très bien, merci. Omar du crack des courtières. Oui, tout à fait, oui. Vous aviez envie de travailler sur quoi? C'est quoi votre projet? Alors, comment est venue l'idée? On a fait un brainstorming autour de tout ce qui peut être le hip-hop et puis la vie des quartiers en général, avec un peu de dynamique. On voulait vraiment qu'il y ait un aspect dynamique et sportif dans le jeu. Voilà. Et du coup, ça a rebondi assez rapidement. Vous êtes mis d'accord sur ce que vous alliez proposer, Sam? Ouais, en fait, on était tous vraiment portés sur la VR et sur le fait d'inclure à mort le corps dans notre expérience. Parce qu'on se disait que les cultures urbaines, ça passait vachement par le corps. Et du coup, en partant sur ce pilier, c'est allé très très vite. On va regarder à quoi ça ressemble. Comment s'appelle la personne qui est en train de se mouvoir dans l'espace? C'est Rémi Large, c'est un ancien danseur. Voilà, Rémi, donc qui est très à l'aise dans ce qui se passe. Alors, est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ce qu'on voit à l'écran? Omar. Alors, là, pendant ce week-end, on a monté un son. Et donc, il y a les mots du son qui apparaissent. L'idée, c'est de toucher avec la manette les mots. D'attraper les syllabes, c'est ça? Ou les mots? Oui, tout à fait. Donc, différents mots. Je vois body, dosé, K. Qu'est-ce que vous avez choisi comme mot? Qu'est-ce qu'on peut attraper? Disons que non, le mot, il fait partie d'une chanson. Ah, d'accord. C'est parce que là, nous, on l'entend pas. Voilà, on l'entend pas. Ok, et qu'est-ce qui a été compliqué à monter sur cette OP, Sam? Franchement, pas grand-chose. On est allé très très vite. En fait, le seul truc qu'on a eu, c'est on voulait faire une chorégraphie. Donc, on voulait enregistrer la chorégraphie d'un danseur. Et ça, on le fera que dans la V2. C'est le principe de la Game Jam, c'est qu'il y a toujours des trucs qu'on fera qu'après. En tout cas, bravo à vous. Nora, je te le dis, je vais pas essayer, ma soeur, parce que tant lui, c'est stylé quand il joue à la VR, quand c'est moi, c'est ridicule. Non mais écoute, à un moment, on sait que tu as un déhanché incroyable, il faut juste l'assumer, c'est tout. Peut-être quelques mots sur tout ce qui est aussi culture urbaine, danse, etc. Moi j'ai souvenir comme ça aussi de ces espèces de plateaux là sur lesquels on dansait là devant notre télé. Ça aussi c'est du jeu vidéo ou on est même au-delà en fait? Qu'est-ce que c'est? Peut-être...
Alors c'est du jeu vidéo, mais après c'est vrai que la définition de jeu vidéo en fait peut être très large. Ouais. Mais je pense dans l'idée on avait de la compétition, que ce soit quand on chantait ou quand on dansait voilà, d'ailleurs. c'est ça. Il y a eu beaucoup de jeux autour de la musique et ça reste du jeu vidéo, je pense. Ouais, il y a une définition finalement assez extensive. À partir du moment où tu es sur un écran, ça devient en fait un jeu vidéo. Ouais, en fait, la définition sur laquelle on s'accorde généralement dans les spécialistes, c'est que c'est l'interaction à un écran avec des commandes. Maintenant, le vrai enjeu de cette question-là, c'est la représentation qu'on se fait du jeu vidéo. Et le jeu vidéo de base, la représentation négative qu'on s'en fait, c'est celle de la boîte de Skinner, où il y a un gameplay tellement efficace qu'on est rivé à son écran et on ne peut pas aller manger tant qu'on n'a pas fini sa partie. Mais typiquement, l'exemple que vous citez là, de pouvoir danser devant son écran, le jeu vidéo révèle sa dimension sociale, le fait que ça peut être une activité conviviale qu'on partage même avec des non-joueurs. Et là, du coup, c'est pas simplement la représentation des quartiers qu'il faut penser, c'est aussi la représentation du jeu vidéo et montrer... comme avec Pokémon Go, mais avec beaucoup d'autres initiatives aussi, que le jeu vidéo est plus diversifié qu'on ne le croit. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, on a tendance à avoir cette espèce de vision d'un type privé à son écran devant GTA, avec des boîtes de pizza qui s'amoncellent, un type qui répond plus au téléphone, et puis qui sait plus si c'est le jour, si c'est la nuit. Ça, en fait, c'est complètement éculé. Là aussi, on est dans le cliché. On est totalement dans le cliché. Alors, ça reste... Alors, sans doute que ça existe, mais c'est vraiment une partie... très faible, mais ça reste dans l'inconscient collectif. Les gens une partie va diaboliser le jeu vidéo en parlant de cet exemple. Et c'est quelque chose en plus qui est revenu très à la mode en ce moment avec les discussions avec l'OMS sur l'addiction aux jeux vidéo en tant que l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Mais en plus, on se souvient tous que par exemple, quand il y a des tueries de masse aux États-Unis, on est toujours hyper prompt à dire que c'est de la faute du jeu vidéo. Ouais. Oui. Mais ça, c'est une. Alors là, c'est une question importante parce qu'il y a d'un côté effectivement les paniques morales médiatiques qui tendent à toujours prendre le jeu vidéo comme bouc émissaire, mais il ne faut pas minimiser pour autant la véritable souffrance qui peut exister dans des familles avec l'addiction aux jeux vidéo qui existe aussi, mais qui n'est pas forcément due aux jeux vidéo en tant que tel. Et là, on est dans des questions plus d'ordre psychologique. Et Ouais. il y a Il l'hôpital y a aussi des questions Marmottan de santé, oui. bien sûr, qui consulte ça. Il y a le centre référent sur le jeu excessif à Nantes, qui consulte aussi des joueurs pour qui la pratique du jeu vidéo est devenue un problème et qui prend trop le pas dans leur vie quotidienne. Et là, la question, c'est quelle vide cherchent-ils à combler à travers leur pratique? Et c'est pas en supprimant le jeu vidéo qu'on résoudra ça. C'est plutôt C'est qu'en fait, les c'est cas une addiction particuliers. comme une autre, et finalement, ils auraient très bien pu s'accrocher au cannabis, aux jeux vidéo, comme aux animés japonais. Enfin, je vais Bien penser sûr. au cas des otaku au Japon. C'est un média comme un autre, et donc il y a forcément il y a des dérives, mais c'est pas pour ça que c'est la majorité. Voilà, ça ne doit pas occulter la diversité qui existe par ailleurs. Ouais. Ouais. Alors, Rafale, nous, Moi- on vient d'avoir un grand débat sur jeux vidéo, addiction ou pas. Bon, moi, je Où suis, est-ce que t'en es je suis addict au graphe, tu le sais, donc Ouais. je me suis naturellement dirigé vers ce projet qui s'appelle No Strain, No Pain, No Strain. C'est ça, ah, voilà, presque. Je suis avec Fred et Flo qui ont développé un jeu. Là, on parle de culture graffiti. Comment allez-vous déjà? Bah, un peu Après 48 heures. Ouais, c'est un peu. On est un peu sur notre planète, mais sinon ça va. Hein. Qu'est-ce que vous avez décidé de lancer, vous, comme initiative, comme objet, comme création jeu vidéo ludique? Alors l'objet c'était le workout, le street workout. Et l'idée, voilà, c'était pas la culture graffiti, même s'il y a vraiment une représentation graphique derrière. Parce que je le vois là quand même, hein. Ouais. C'est ça. Et donc l'idée c'était de réfléchir au street workout et donc comment représenter le street workout, à savoir l'exercice physique sur l'aménagement urbain. Et on a choisi donc de faire un jeu 2 joueurs où on utilise donc 2 personnages qui ont 2 bras et l'idée c'est qu'ils doivent utiliser l'environnement physique pour se hisser l'un et l'autre pour aller d'un point A à un point B. Bah, montrez-nous, il faut nous montrer là, forcément. Hein. Qui est qui? Fred, tu es qui? Je suis le petit chien avec la casquette. Ok. Et Flo, donc tu es? Moi, je suis le personnage rose avec un bandeau sur la tête. No Pain, No Strain. Alors attention, on lance une partie. L'idée c'était. Alors, oh pardon. Eh bien, il casse tout, Fred. Il casse tout. Alors l'idée c'est que on va s'entraider l'un et l'autre. Et on s'est un peu identifié à ces personnages. Nous ne sommes pas des sportifs de renom. D'ailleurs, ça se voit, aux personnages, ils ont des bras comme des flûtes. C'est pas... Donc l'idée, voilà, c'est il faut qu'on aille au niveau de la deuxième porte. Et alors voilà, hop, on va s'entraider. Je tiens Flo et je la balance et on y arrive. Donc voilà, avec une progression de difficulté au fur et à mesure. Il y a plusieurs niveaux.
Et on a utilisé donc des fresques. Là, je reconnais une des fresques de Marco 93. Voilà, on a essayé justement de piocher un peu au niveau de la culture urbaine et du graphe pour avoir une représentation. Donc voilà. Et là, ça se joue avec des manettes. Hein. Regarde, on peut voir ici. Hop. Je sais pas si vous le voyez, mais bon, c'est avec des vrais paddles. Donc voilà, l'idée, on contrôle un bras chaque joystick contrôle un bras, et ensuite on peut appuyer sur un bouton pour se hisser, comme voici. Donc on va essayer d'avancer. Hop. Voilà, l'idée c'est aussi d'avoir un peu l'engagement physique, puisque ce sont des personnages difficiles à contrôler, et on a essayé de représenter ça à travers le gameplay. J'adore les têtes de vos personnages. On sent la souffrance là. Exactement, il y a des... Ouf. Voilà. On dirait moi après 5 minutes de cardio. Voilà, et là, attention, on y va. Ah merde. Le fail total. Bon, en tout cas, c'est une super initiative donc, qui mêle le workout, le street workout, le graffiti pour les décors aussi, et puis avec comme trame la solidarité, puisque vous jouez à deux, il faut vous aider, c'est ça? Exactement, solidarité. Aussi, l'idée, c'est que ce soit vraiment plug and play, un peu comme sur un terrain de street workout. Donc, on peut très rapidement prendre en main le jeu avec un petit tutoriel, on s'échange les manettes et on enchaîne l'expérience de cette manière. Merci beaucoup Fred et Flo pour ce jeu. Si vous venez de nous rejoindre, vous n'aurez pas l'occasion, vous pouvez les applaudir effectivement, vous n'aurez pas l'occasion de tester les jeux ici. Tous les gens qui se sont donné rendez-vous ici au magasin Généraux à Pantin vont pouvoir le faire évidemment. Ils sont en train de le faire et continuer encore jusque très tard ce soir, même si ça fait déjà 48 heures qu'ils sont ici. D'ici la fin de ce stream aussi, le grand MC HMC Dadiouk sera avec nous pour conclure ce stream. Mais avant ça, il reste quelques projets et surtout les intervenants du débat de Nora Hamadi sont toujours installés confortablement dans les canapés. Effectivement, Raphaël. Alors, je peux te dire qu'on s'est bien marré en fait en regardant ce jeu, en se disant Lyon, mais nous aussi, comment est-ce qu'on galérerait à pouvoir faire en sorte d'utiliser le mobilier urbain pour pouvoir sauter en fait d'un trottoir à l'autre. Raphaël Gossa, ah oui, non, vous avez bien ri. Moi, je vous ai bien vu rigoler sur ce truc. Vous seriez prêt à utiliser ce genre de jeu? Est-ce que, pour le coup, je sais pas moi, si on commence à utiliser ça, est-ce qu'on peut pousser le vice au point de se dire que demain je me teste au street workout? Je suis pas sûr, mais en tout cas, je te trouve génial ce jeu-là. C'est vrai que typiquement là, on a un exemple de jeu qui fait passer des messages, qui sensibilise à des cultures, au street art, au workout, et tout en étant apparemment amusant. Là, ça me fait penser à Sniper Clicker sur Switch, un jeu où on est dans la coopération, on doit résoudre des énigmes pour parvenir à un objectif simple sur l'écran. Donc oui, là on est sur quelque chose de ludique et puis en même temps discrètement politique. Donc ouais, super, discrètement politique et puis surtout très drôle parce que en fait c'est ça qui est aussi marrant, c'est la capacité qu'on a à représenter des personnages qui ont des mimiques et qui sont presque vivants, quoi. C'est assez hallucinant. Et ça joue vraiment dans l'immersion, c'est-à-dire que là c'est le jeu était d'autant plus drôle. Bon déjà les graphismes étaient très beaux. Très très beaux. Et les mimiques qui rendaient le jeu plus immersif en fait, puisque s'ils avaient gardé une tête neutre, au final on se serait moins impliqué et on aurait été moins pris dans le jeu. Ouais, mais et ça, on a tous en fait des souvenirs comme ça de, comment il s'appelait? C'était Donkey Kong quand on était petit, ce jeu où on se balançait des tonneaux sur la figure et qu'on essayait d'aller sauver la princesse. Alors peut-être un jour la princesse Samira, comme disait Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique tout à l'heure. Mais ça c'est typique en fait de ce qu'on peut imaginer comme jeu vidéo, ces tribulations et où on va essayer justement d'aller passer des obstacles. C'est assez classique, quoi. Historiquement, c'est la base. Maintenant, on voit bien qu'il y a une ébullition de créativité. Il n'y a plus aucune règle en fait. On peut tout imaginer avec le média vidéoludique. C'est ça qui est passionnant en ce moment, quoi. Comment vous l'expliquez ça, Aurore, le fait qu'on puisse aujourd'hui tout imaginer? On a l'impression en fait que toutes les barrières sont tombées. En fait, la chance vraiment qu'on a en France, c'est que beaucoup de studios en fait sont des jeunes, sont des petits studios indés, et du coup ils ont pas la, on n'est plus du tout dans cette, on n'est plus du tout. Il y a, je veux pas dire. Il y a FIFA d'un côté. Voilà, il y a FIFA, il y a les AAA d'un côté qui sont des gameplays très fermé en quelque sorte, parce qu'on est sur des licences habituelles et ce que je recherche le joueur, ça va être de retrouver sa licence favorite. Mais à côté de ça, on a tout un marché du jeu indépendant qui a complètement explosé sur
Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs centaines de jeux qui sortent par jour sur Steam, par exemple. Et parce que, en fait, finalement, pour publier un jeu sur Steam, il faut juste, à l'heure actuelle, donner 100 €. Et tu peux publier n'importe quel jeu. Donc d'un côté, c'est difficile pour les studios parce que ça fait qu'il y a énormément d'offres. Il faut exister en fait. Voilà, faut exister au milieu de tout ça. Forêt de jeux, ouais. Voilà. Mais en même temps, pour le joueur, ça permet qu'il ait une variété un catalogue monstrueux parce qu'en fait, au final, il suffit que quelqu'un ait une idée dans un coin. Et il peut commencer à travailler dessus. C'est presque comme les applications, quoi. Ben, tu sais, moi je me balade dans ce public aussi, ici à Pantin, au magasin Généraux, où on rencontre la première Urban Jam sous l'égide du Media Lab 93 et aussi de Label Games. Et puis dans le public, il y a Omar, activiste associatif qu'on connaît bien, Omar Dawson, de Greenywood, de Greeny. Donc, comment ça va ? Ça va, très bien, merci, très content d'être là. Bah, merci d'être là. T'as une remarque, toi, t'as écouté le débat depuis le début. Qu'est-ce que t'avais envie de dire ? Moi, j'avais envie de dire que c'est hyper important tout ce qui concerne les nouvelles technologies, le gaming, etc. Surtout dans les quartiers populaires où il faut vraiment que ça se développe. Et on est sur plein de projets. Enfin, c'était vraiment super intéressant de les voir faire ça. À la base, je voulais juste dire que tout ce qui était réalité virtuelle, tout ce qui était à la pointe de cette technologie-là, c'est une certaine industrie. Bon, il y a des enfants, je sais pas si non, c'est bon, ils sont pas là. C'était l'industrie du X. Moi, je croyais qu'il y avait des démonstrations. C'est pour ça que je suis venu à la base. Mais non. Tout de suite, les non, clichés. je plaisante. Non, mais en tout cas, pour tout ce qui concerne l'orientation, c'est quelque chose qui nous touche vraiment dans les quartiers et dans la présentation face à l'employeur. C'est hyper intéressant. Donc, chapeau à tout ça. On en a vraiment besoin. Il faut qu'on soit fer de lance, y compris dans les quartiers périphériques, dans les quartiers urbains. Merci beaucoup Omar, vous aussi, hein, si vous avez envie de dire des choses, de réagir au débat, ça se passe sur les réseaux sociaux, ouais, Litou avec le hashtag Urban Jam. Je suis avec une autre équipe de développeurs ici, et je vais m'installer là. Johan, prends ton temps, tu veux rester ici camarade, ou tu veux aller de l'autre côté mon frérot? Hop, voilà, tout se passe en live, évidemment, en direct. Merci d'ailleurs d'être aussi nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et évidemment à tous vos contacts. Comment ça va? Ça va bien. C'est quoi ton prénom? C'est Léon. Léon, et à côté de toi? Théo. Théo, et vous êtes développeur. Dans la vie, c'est quoi votre travail? C'est la programmation d'effets visuels pour les artistes et le jeu vidéo. Toi aussi, Théo? Ouais, pareil, ouais, je suis game designer à la base. Et vous avez imaginé... alors, on peut pas vraiment dire que c'est un jeu vidéo, c'est quoi? C'est un jouet? C'est ça? Raconte-moi. Alors, c'est un jouet dont un instrument, en fait, qui va permettre de dessiner des courbes de graffiti. Donc, en fait, on va se connecter avec un mobile sur un site web. Alors là, j'ai perdu le Wi-Fi. C'est l'effet démo. Et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'on est dans un espace 3D virtuel. Alors, je recharge la page. Je sais pas si tu as ton téléphone. Normalement, si vous suivez les instructions, c'est-à-dire vous vous connectez au Wi-Fi, tu peux te connecter avec ton téléphone. On n'a plus de téléphone. Et du coup, si les gens se connectent à cette IP avec le Wi-Fi actuel, eh ben, on va avoir des tracés de... Attends, c'est super dommage parce que votre projet, il défonce, il déchire. Est-ce que tu veux que je revienne dans 2-3 minutes? On le tente ou ça fonctionne? Oh là là, mais attends, ce projet, j'en suis fou, je suis tombé amoureux. Je vous ai dit que moi, j'adore la culture graffiti et là, il en est vraiment question. Pitch-moi ce projet. Il s'appelle comment d'ailleurs? Graph avec 3 F. Et du coup, là, on commence à avoir des joueurs qui se connectent. Ils font des mouvements avec leur téléphone, donc on capte l'accéléromètre, c'est-à-dire qu'un mouvement relatif. Donc c'est pas très précis, on va pas pouvoir dessiner, on va pas pouvoir écrire, mais on va pouvoir faire des zigouigouis qui vont créer des formes. Et donc c'est de la sculpture 3D et collaboratif. C'est complètement génial, c'est super. Et chacun a un trait? Chacun incarne une bombe de peinture, il peut essayer de s'identifier. Donc là vous êtes connectés, vous êtes combien? 4, 5 là? Je vois plusieurs couleurs. Je crois qu'on était 3. Alors moi je viens de me connecter, mais du coup ça marche comment là? Je suis quelle couleur? Alors du coup... Alors Nora vient de se connecter, hein. On vous dit tout ce qui se passe en direct. T'es quelle couleur, Nora? Ben je sais pas, mais je fais Alors, des ronds avec mes bras pour essayer de me voir exister. Il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton Paint qui est sur l'écran et maintenir le bouton en fait. Comment faut je rester fais? appuyé comme ça, voilà. Et là vous êtes en train de créer. Voilà, et alors du coup, sur le téléphone, on va appuyer pour activer de la peinture. Et en fait, on va vider une jauge. Et donc, quand on a plus de jauge, il va falloir agiter le téléphone pour le remplir avec le petit bruit de... C'est génial. Et je vais demander à Montréal de passer à l'image de Johan, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir un petit peu le portable, comment est-ce que ça fonctionne. Regarde ça. Il suffit d'appuyer dessus. Et quand il agite comme une vraie bombe de graffiti, on entend
On entend le caps et tout. Oh, c'est génial. Et après, il faut JBT. Voilà, donc ça joue sur les codes du graffiti et, trop bien. et de la sculpture 3D. Et là, on est vraiment effectivement sur une culture 3D. On n'est pas en 2D, on peut pas avoir la fresque, je veux dire, en aplat. Mais par contre, on peut tourner autour. Voilà, on peut explorer le monde 3D, se rapprocher, voir les bandes de peinture, chaque intervenant, et puis tourner un peu, explorer un petit peu. Et donc en fait, du coup, toutes les formes vont être projetées selon différents angles, et donc ça crée une esthétique en évolution constante. C'est mortel. On est entre le graffiti et les cotillons aussi un petit peu quand même, Léon. Hein. Merci beaucoup et bravo pour avoir développé ce jouet vidéo. Et puisque je suis juste à côté d'un autre projet, pour ah ouais, bravo là, on peut applaudir parce que c'est super stylé. Là aussi, on est dans du style. Hein. Je reconnais une fresque de Dacruz que j'adore aussi. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. C'est quoi ton prénom? Adriel. Et toi? Et moi, c'est Kevin. Bon, alors vous avez lancé quoi comme initiative? Ok. Donc en fait, l'idée de notre projet, c'était Dacruz donc a réalisé cette œuvre hier après-midi spécialement pour notre projet. Et à partir de là, nous, on a fait une application donc en réalité augmentée à partir de cette œuvre et qui permet de la mettre un peu en valeur et d'en faire un jouet. Et Kevin est occupé avec le stream. L'idée de Kevin à la base, donc c'est son idée à la base, c'était justement d'avoir quelque chose avec le graffiti, mais pour lui le graffiti c'est quelque chose qui est censé être dans la rue, rester dans la rue, et du coup au lieu d'avoir un jeu qui reste dans la chambre, là justement c'est la personne qui va se déplacer dans la rue, parce que ça ce sera à terme affiché rue de l'Ourcq, là où il a tous ses autres graphes, et donc on pourra se balader là avec un téléphone et l'application sur le téléphone qui permet de visualiser ce graphe mis en valeur. Mais c'est super, on essaie de se brancher au stream. Je ne sais pas si on a réussi. Ça y est, ça va se brancher dans quelques instants. Donc là, il y a ce graphe qui est là. Donc en fait, le graphe a été produit hier par Dacruz. Donc du coup, c'est un artiste du coin. On a rencontré hier justement une petite visite dans son quartier où il y a énormément de ses œuvres. Et il est venu hier après-midi. Il nous a produit du coup le dessin qu'il y a derrière. Adriel, qui est graphiste 3D, a produit du coup une sorte de version digitale de cette œuvre-là. Et puis du coup, moi et Benjamin, qui est quelque part, il est juste derrière moi. Ah ben le voilà. On a produit du coup une application qui permet du coup, si la caméra veut s'approcher... Vas-y, montre-nous, camarade, comment ça fonctionne. Voilà, accident du travail. Voilà, on arrête tout de suite. Non. On a un tracking qui permet du coup de reconnaître l'image et de venir surimposer par-dessus une version digitale de la même chose. Alors attention, c'est tout très sportif tout ça, et donc du coup maintenant on peut venir interagir avec cette œuvre-là et jouer avec, on peut lui ouvrir les yeux, faire tourner les trucs. Donc voilà, on a tout un tas d'effets comme ça, hop la bouche quand elle s'ouvre. Et alors attends, ça marche que sur ce graphe-là, là? Vous avez travaillé que sur ce graphe-là pendant ces 48 heures, hein? Ça marche uniquement avec ce graphe-là, donc effectivement le logiciel reconnaît ce graphe et sait comment placer ce graphe dans l'application. Donc ça marche qu'avec celui-là. Et le graphe sera affiché du coup dans la rue de l'Ourcq d'ici quelques semaines, le temps qu'on finalise deux, trois détails. Est-ce que l'artiste Dacruz a pu voir le résultat ou pas? Seulement via Twitter, il est en plein déménagement en ce moment, donc il n'a pas trop le temps de passer à part ça. Non mais Dacruz, faut que tu viennes voir ça, c'est dingue ce qu'ils ont fait avec ton œuvre. Ils lui ont fait grossir les lèvres, fermer les yeux, ouvrir les yeux. Non, c'est complètement génial. Et on imagine évidemment les possibilités infinies sur toutes les œuvres qui sont posées évidemment à Paris, mais aussi partout en France, voire dans le monde, ce que ça pourrait devenir. Donc bravo, peut-être un mot de conclusion? Du coup, quand on a l'occasion, si on travaille avec des gens qui travaillent dans un contexte qui est extrêmement différent de son contexte habituel, moi mon contexte habituel c'est ma chambre et mon bureau, on travaille avec un artiste qui travaille dans la rue et du coup il faut faire quelque chose qui vient s'inscrire dans ce contexte-là, il faut en profiter, donc si un petit mot de fin ce serait ça pour moi. Vous pouvez applaudir Kevin, Adriel aussi, et j'ai oublié le nom du camarade qui était là-bas, et Benjamin, applaudissez-les très très fort. Il reste un projet sur les 8 équipes qu'on va découvrir dans quelques instants, Nora. Ouais, plus qu'un projet, mais alors du coup, moi je dois admettre que j'ai bien kiffé de pouvoir me tester au graphe là depuis mon téléphone. J'avais toutefois, je voulais qu'on rebondisse sur ce que nous a dit Omar tout à l'heure, avant de retrouver le dernier jeu. Il nous disait que pour les quartiers, c'était potentiellement le jeu vidéo un levier d'emploi, qu'il fallait investir aussi ce secteur d'activité, alors plus largement jeu vidéo, mais peut-être numérique. Comment est-ce que on peut faire en sorte en fait de
je sais pas, de briser peut-être le plafond de verre ou une forme d'autocensure qui fait que quand on est peut-être une femme, Aurore, ou quand on est un jeune issu de quartier populaire, on n'a pas toujours tendance à se dire qu'on est en capacité en fait d'aller vers ce secteur d'activité. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors moi j'avoue que je suis c'est marrant parce que tu connais pas ma carrière donc tu peux pas en fait mais j'ai une carrière vraiment très très atypique donc pour situer en fait je suis vétérinaire de formation. Ah ouais. J'ai fait une thèse en santé publique. Ah ouais. Et en fait quand j'étais ado j'adorais écrire, j'adorais tout ce qui était le jeu mais je m'étais dit je pourrais jamais y rentrer. Et pendant ma thèse universitaire j'ai eu un contact en fait où on m'a dit j'ai un ami qui m'a dit écoute je fais mon projet de jeu, je sais que t'aimes écrire, je sais que t'écris bien donc viens écrire pour mon jeu. J'ai dit ok banco, je fais ça en même temps que ma thèse et puis quand j'ai fini ma thèse en fait je suis partie véritablement que là-dedans. Donc toi aussi il a fallu à un moment que tu te dises je suis en capacité de. C'est ça. Parce donc que, c'est à pas la base, encore c'était- facile. Ouais. Il y a un sentiment d'illégitimité aussi. Totalement. Voilà. Totalement. Et j'avoue que venir parler ici, du coup, ça fait un coup à mon Ah bah là, syndrome de t'es l'imposteur. notre experte. Hein. Tu sais que là, en termes de légitimation, il y a toi et il y a toi, tu vois. Donc, mais en fait, le jeu vidéo, c'est un petit milieu sur la région parisienne et il faut réussir à rentrer dedans. Mais au final, quelle que soit la formation, il y a des moyens de rentrer dedans. Ce qui est vraiment bien avec Sweet Arsenic, c'est qu'on a on a sur 9 fondateurs. On a deux qui sont issus véritablement du jeu vidéo, mais les autres, donc on a un artiste, on a un graphiste 3D qui vient du cinéma, on a un dessinateur de BD, on a des communicants. On peut vraiment, avec des profils très variés, réussir arriver, à tomber dedans. Alors, je dis pas que c'est facile, mais de toute façon, en fait, c'est pas facile. De nos jours, rien n'est facile, mais en fait, il faut rien s'interdire. Raphaël Voilà. Coster, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr, je suis d'accord. À la formation de l'Institut Télécom Sud Paris, dans laquelle j'interviens, il y a effectivement une majorité d'hommes parmi les étudiants. Il y a quelques filles, puis on voit que ça bouge peu à peu, mais pour cette question de sentiment de légitimité, enfin, c'est lent, ça commence à bouger. Il y a une parole publique qui se met en place, enfin une prise de conscience aussi. Mais c'est vrai que c'est un levier d'emploi qui peut être assez incroyable si on a un petit peu la capacité, si on est un peu créa, quoi. À partir du moment où on a des choses à dire, on peut aller vers le jeu vidéo. Oui, bien sûr. Après, c'est toute la question des... Mais je suis pas tellement connaisseur de ça, mais la façon dont ça se passe à l'intérieur des studios, petits, moyens ou grands, où là, il y a tout à repenser en termes de management, mais c'est des éléments qui nous demeurent pas mal cachés quand on est sociologue. À moins de faire une étude vraiment là-dessus. Ma chère Nora, je viens ici dans ton arène. Mais je t'en prie, tu sais que tu es toujours le bienvenu. Tu sais que c'est la famille ici. Je sais, évidemment. Hashtag les crépus, évidemment. Oui, c'est ça, hashtag les crépus. Privé de joke entre nous. Demander à tes invités un mot de conclusion. Puisqu'on va vers la fin du stream. Je vais aller voir les gens, mais c'est ta conclusion. C'est ma conclusion. Et ben alors, écoutez, moi j'avais un dernier mot du coup, et déjà je voulais vous remercier parce que vous avez été nos fils rouges et vous nous avez permis d'ouvrir un petit peu le débat autour de ces questions, débat qu'on n'ouvre pas souvent. Et s'il vous plaît, vraiment, je voulais qu'on vous remercie. Est-ce que vous pourriez, pour une petite salve d'applaudissements pour notre sociologue et notre experte, donc Raphaël Coster et Aurore Palisson, donc Sweet Arsenic Women in Game. Petit mot, je vais revenir en fait à l'origine en fait du débat. Est-ce que le jeu vidéo peut changer les représentations, l'image des quartiers populaires, du banlieusard? Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Est-ce que oui, non, peut-être, il y a encore du boulot? Raphaël Coster, peut-être. Quand on regarde les projets là, qui ont été présentés pour la Game Jam, franchement, on a toutes les raisons d'être optimiste, quoi. On voit que le jeu vidéo, ça peut être une manière de renverser les représentations de l'entretien d'embauche, que ça peut être un espace de créativité collectif qu'on peut même appliquer au quartier. Donc tout le projet, tout ce qui donne envie aux politiques d'investir dans le jeu vidéo pour toucher de nouveaux publics, pour conquérir de nouveaux territoires, ça trouve un écho ici. Donc maintenant, on attend de voir, mais tout donne raison d'être optimiste. Et donc, merci aussi de nous avoir invités et de nous offrir cette opportunité de parler de ça, enfin du jeu vidéo. Et c'est vrai que c'est un très bon média pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir faire réfléchir les gens. C'est une très belle opportunité. Et en effet, on a la chance en fait en France d'avoir un très bon milieu créatif et de pouvoir faire partager ce genre d'initiative et de faire
faire changer. Et en effet, tous les jeux qu'on a vus lors de cette jam sont des très bons exemples pour montrer qu'on a de quoi faire pour faire avancer. Voilà. Et vous le disiez vous-même, c'est à la fois un média et un moyen de communication. Donc écoutez, merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous voir dans cette Game Jam, d'être venu jusqu'à Pantin au magasin Généraux, dans cette Game Jam organisée donc, par le Media Lab 93 et la Belgium. Je crois que tu es sur la dernière table, mon Raphaël. Presque, dans quelques instants, on va Presque. voir le dernier projet, la dernière équipe de développeurs avec son binôme de chez Argo Magazine. Dans quelques instants aussi, la prestation incroyable de HMC Daduke. Vous n'avez vraiment pas envie de rater ça, mais avant ça, je voulais faire un petit big up à notre cartooniste qui s'appelle Mohamed. Comment ça va, mec? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je suis étudiant en DUT MMI. Et il s'est proposé justement pour cette Urban Jam de venir croquer, illustrer, et ça depuis le début. T'es là depuis vendredi toi aussi? Ouais, vendredi, ouais. Je suis venu depuis vendredi, j'ai pris un peu le contact avec l'équipe et j'ai commencé à gratter un peu la feuille. Bon, on va regarder quelques dessins, vous les aviez en exclu sur le hashtag Urban Jam depuis le début de ce stream, mais propose-nous allez, 2-3 dessins comme ça en rafale, histoire qu'on kiffe un peu ton style. Le premier c'est quoi? Le premier en tout cas que j'ai fait de la jam, c'était celui-là. Voilà, donc c'était Ryu, je voulais faire un peu une petite blague du fait qu'en gros on fait un rapport entre jeux vidéo, combat et le fait qu'on tient, que les programmeurs ils sont toujours là, ils sont toujours présents. J'aime bien Ryu avec ses petites lunettes, j'adore ça. On dirait employé de bureau la journée et castagneur le soir. Un autre dessin, Mohamed? Là, du coup aussi, je voulais donner un peu une pause un peu à la Chun-Li, mais aussi pour les filles, voilà, big up aux filles, parce qu'il y en avait aussi dans la jam. Mais j'ai l'impression même qu'il y avait une grosse majorité de femmes aujourd'hui sur cette Urban Jam. Donc ouais, c'est pour ça en gros je voulais gratter un peu, histoire de marquer un peu ça, de marquer la pause, et le fait qu'elles sont des combattantes elles aussi. Donc pour l'instant, gros délire Street Fighter pour Mohamed. Un autre dessin? Du coup là j'ai tapé quelques petits croquis, des personnes qui étaient présentes aussi lors de la jam. Là c'est des jammeuses, là pareil aussi avec Dacruz. Dacruz qui est donc en plein déménagement si j'ai bien compris. Et là encore quelques petits croquis qui traînent, et là j'ai pu faire un dessin de toi. Mais non! Oh là là, stylé! Donc voilà, c'était la petite surprise. Mohamed, je te kiffe parce qu'il m'a enlevé 25 kilos sur ce dessin. Et ça, vraiment, je tiens à le souligner. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, Mohamed, s'il vous plaît, qui a donné du temps aussi pour immortaliser tout ce qui s'est passé lors de cette jam. Et je rejoins la dernière table de dev, justement, juste ici, avec l'équipe d'Argo Magazine. Abiola qui est là. Hop, rejoins-moi, camarade. Et c'est quoi ton prénom? C'est Marie. Marie, ça va? Ça va? Alors Marie, pour les gens qui étaient là au début du stream, c'est la personne qui est tombée. Marie, c'est ça. Et si je me trompe pas, t'as passé toi tes 48 heures en chaussons. Alors pas tout à fait 48, mais oui, c'est pas loin. Pas mal. Et ben c'est pour ça, du coup, t'étais pas en sneakers, t'étais pas en basket, t'es tombé. Là, j'étais en basket. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon. Là, je veux bien. Alors, Abiola, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi votre projet? Argo Magazine, vous travaillez autour de l'économie dans les quartiers populaires, et là, vous avez parlé d'écologie. Alors moi, ma contribution, elle est infime. Les magiciens, c'est eux. J'ai vraiment beaucoup découvert le jeu vidéo à travers leur travail. L'idée de ce jeu, c'était vraiment, en fait, à travers une bombe, une sitcom, j'ai appris des nouveaux mots tout le week-end, à travers une sitcom, pouvoir embellir un quartier qui était destiné à la destruction, en fait. Donc redonner la valeur à un quartier à travers un nouvel aménagement, des couleurs, des plantes. C'est un quartier en particulier ou pas? Marie? C'est un quartier imaginaire qu'on a modélisé pour le jeu. Alors on va me dire si la régie ça fonctionne, si on a pu brancher le HDMI. J'ai pas encore l'impression. Alors si, a priori on aura l'image, mais par contre on a un petit problème de son, donc faut imaginer que on n'aura pas de son. Voilà. Mais il y a plein de sons derrière, un petit peu de jazz. Bon, on rappelle les principes de la jam, c'est une vraie récréation pour vous, pour les équipes de développeurs, les codeurs, les graphistes. Je veux dire, vous prenez sur votre temps pour kiffer, imaginer et monter des projets sur un temps imparti. Là, c'était 48 heures. Est-ce que tu t'es bien amusé? Oui, c'est toujours long,
Parce que 48 heures, c'est quand même 2 nuits sur place où on dort quelques heures dans des conditions souvent pas terribles. Mais on a passé 48 heures avec de la bonne nourriture, des gens super sympas, donc voilà. Et c'est Dont Abiola, hein. dont à Biola. Et c'est toujours vraiment intéressant de rencontrer aussi les autres gens qui font la jam avec nous. Et donc vous êtes parti sur un projet autour de l'écologie. Voilà, alors on est parti sur l'écologie, bien qu'au début, notre thème, c'était l'économie des quartiers. Ça commence pareil, déjà. Et voilà, donc on avait écoquartier, donc on l'a pris dans le sens qui nous plaisait, sachant que l'économie dans le jeu vidéo, ça équivaut souvent à des jeux de gestion qui nécessitent beaucoup de design et beaucoup de données, et donc c'est un peu plus compliqué de faire ça en 48 heures. Donc on a choisi une autre option qui est de faire un jeu qui est un peu de l'arcade simulation, où là on va donc lancer des seed bombs, donc des bombes de graines, dans la ville. On peut commencer, voir, histoire de voir. C'est branché normalement sur le stream, vous le voyez en plein pot, en pleine image. Les copains, on est au cœur du quartier, il pleut. Il pleut, voilà. Et donc le principe du jeu, c'est qu'on a une interface de crafting, donc de création de seed bombs. Et donc dans cette interface avec une petite musique d'ascenseur incroyable, on va pouvoir créer la seed bomb que l'on souhaite, donc avec 3 espèces différentes. On a des arbres, on a des fleurs et des plantes grimpantes. Et donc chacune de ces plantes, on peut en déterminer la couleur et les placer dans la bombe qu'on va ensuite lancer sur la ville. On se fait une démo là, on a choisi entre guillemets nos armes. Voilà, et donc ensuite, avec une petite mécanique de lance-pierre, entre guillemets, on va pouvoir la lancer avec des petits rebonds dans la ville. Et on va tout de suite pousser les plantes qu'on a choisies dans notre petite seed bomb. C'est génial. Voilà, et donc à la fin, on peut avoir un quartier qui sera entièrement recouvert de plantes, d'arbres qu'on aura choisis, qu'on aura fait pousser au fur et à mesure. Et donc on peut constater que donc, là, il s'est arrêté de pleuvoir. Je sais pas si tu vois. J'ai vu, mais ça pousse, hein. Voilà, ça continue de pousser. Et en fait, l'ambiance qui est très urbaine au début va devenir de plus en plus champêtre, avec des oiseaux, avec moins de bruit de trafic. Et donc, on a fait ce jeu surtout pour montrer que chacun, à sa petite échelle, peut revégétaliser un quartier, le rendre plus accueillant, plus coloré. Et qu'au final, les végétaux et les plantes, ça donne vraiment du caractère aussi aux zones urbaines. Et on n'a pas une image, parce que là on est au début du jeu, où vous avez tout revégétalisé. Vous avez pas ça? Non mais ça doit être un truc de ouf quand même. Tout à l'heure, on a eu un petit garçon qui est venu et qui avait tout rempli d'arbres, de plantes. Bravo. Et plein de couleurs. Donc voilà, on n'a pas pris d'image, mais on pourra peut-être vous montrer en allant un petit peu vite comment Mais ça qui a choisi, c'est une vraie question que du coup les gens se posent, je reçois 25 tweets à la seconde pour ça sur le hashtag Urban Jam. Qui a choisi cette chanson, cette musique d'ascenseur qui nous rend ouf? Ah, Je l'ai pas choisie, mais je l'ai faite. bravo, bravo. Abiola, est-ce que, au nom du média, est-ce que toi tu es content du résultat? Alors moi je suis super satisfait, je tenais à les féliciter. Pour moi ça a été les magiciens, ils m'ont émerveillé pendant 48 heures. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est révélateur. Quel avenir pour nos quartiers, quel avenir pour l'aménagement de nos territoires. Et c'est en ça que c'est intéressant. Allez suivre évidemment Argo Magazine sur les réseaux sociaux et sur le web. Un super webzine autour des quartiers populaires justement qui nous tire vers le haut. Et puis on peut big upper l'équipe de dev. Alors il y avait qui? Alors donc il y avait Myriam qui est étudiante à l'IT de Bobigny en game design, level design. Il y a Mathias ici qui est développeur et qui a fait l'ICANN en licence de game design. Il y a Benjamin Vedren qui est artiste 3D généraliste et qui fait plein d'expériences aussi visuelles. Il y a Guillaume Noisette qui lui est développeur classique et qui fait des applications mobiles, des jeux, etc. Et moi je suis chef de projet polyvalente, donc j'ai fait aussi du game design, un peu de programmation, un peu de tout. Et donc j'aime aussi beaucoup faire des petites expériences comme ça pendant les Game Jam. Bravo en tout cas pour ce jeu vidéo. On peut les applaudir s'il vous plaît, applaudissez très fort cette équipe. C'était la dernière équipe qu'on vous présentait ici à Pantin au magasin Généraux. On aimerait évidemment les remercier toutes et tous. 8 équipes de développeurs, 8 équipes avec des binômes issus des cultures urbaines. S'il vous plaît, ici à Pantin au magasin Généraux, faites un maximum de bruit pour elles et pour eux.
Allez. Des applaudissements, s'il vous plaît. 48 heures effrénées. Marathon. Pour faire des magnifiques créations, des jeux vidéo, des jouets vidéo, des créations jeux vidéo ludiques, vraiment un énorme respect pour eux. Ouais, non, c'est assez impressionnant et en fait on se rend pas compte de l'implication que ça demande. Surtout que la rencontre, on le rappelle, elle a eu lieu vendredi entre ces équipes, des gens qui se connaissaient pas, venus d'univers différents. Voilà, c'est ça aussi en fait l'Urban Jam, c'est créer du lien, c'est créer des ponts, et c'est faire en sorte en fait de créer ensemble. Et on voit à quel point en fait à partir du moment où on se rencontre, ça donne des trucs absolument incroyables. Et C'est 40, vachement beau. ouais, ce que je viens c'est de beau. dire. 48 heures après, je vous dis pas l'odeur des équipes. Avec ou sans chaussons, dans les sneakers ou dans les chaussettes. Non, vraiment, on a passé en tout cas un super moment. J'espère que vous aussi, vous pouvez continuer à commenter évidemment cette vidéo là, juste en dessous, mais aussi à dire ce que vous avez envie de dire sur les réseaux sociaux avec le hashtag Urban Jam. Merci à notre cartooniste Mohamed. Merci aux équipes de Sourds d'Oreille aussi qui ont réalisé tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Johan, c'était notre cadreur, mais il y a tous les autres aussi qui ont participé. Les équipes de dev, je l'ai dit, les associations, les structures, les artistes aussi qui ont participé. Media Lab 93 évidemment et aussi Label Games qui ont vraiment Est ensemble, bien entendu. bien hein. bossé. Sébastien Abdelhamid aussi qui est passé nous voir, merci à lui. Et le public qui peut s'applaudir très très fort, ce public qui a défilé tout au long de ces 2 heures de stream. Et vous le savez, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec nous et de regarder nos vidéos, on ne peut pas conclure sans notre MC virtuose, l'homme qu'on appelle HMC Dadjouk. Il est là, faites-lui un maximum de bruit s'il vous plaît, HMC Dadjouk. Encore un grand merci à tous et à toutes d'être restés aussi longtemps. C'était hyper intéressant de découvrir la sociologie, les jeux vidéo. Moi-même, je ne suis pas gamer et j'ai appris pas mal de choses. Et je crois que si je ne trouve pas d'âme sœur, il faudra que je me mette à jouer à Pokémon Go, de ce que j'ai compris. Je suis le meilleur improvisateur de la Terre, mais vous n'êtes pas au courant car je n'ai encore rien fait pour vous, hélas. Quand j'aurai fini de parler, vous aurez le droit de me donner un mot et que ce mot, je tenterai de faire une magnifique chanson. Vous auriez un mot pour moi, s'il vous plaît, n'importe lequel? Alors attends, moi, tu veux un mot ou tu en veux plusieurs? Alors, on va faire un mot et puis on en fera un autre, puis encore un autre, mais un Allez, premier pour on va passer au hasard ici. Monsieur, comment ça va? Très bien. C'est quoi ton prénom? Henri. Henri, donne-nous un mot à partir duquel HMC Dadjouk va improviser. N'importe le plus galère, s'il te plaît. Le plus galère. Oculus. Oculus. Je veux dire Oculus. C'est le casque de virtuel qui est juste ici en fait. C'est un casque de réalité virtuelle, frérot. Ouais, c'est pas une insulte, hein. Mais je crois... Ok, va pas te faire Oculus, ok. Laisse-moi essayer de façon intelligente d'utiliser ce nouveau Oculus pour voir une nouvelle réalité virtuelle qui a permis à Oculus de faire certainement celui-ci danser. Il dansait tellement bien que la chorégraphie n'a pas été reprise par Raphaël Liem parce qu'il sait que son chapeau aurait peut-être fini par valser. Oculus, vous aurez peut-être dû me le placer pour que je puisse voir en réalité que le kafkaïen n'a jamais vraiment existé et que vous avez décidé ici, par cette nouvelle réalité réinventée par les jeux vidéo, à nous prouver qu'on sera certainement capable de vivre tous malgré nos idéaux. L'idéal pour moi, ce serait peut-être de rentrer en Oculus. Ainsi, je n'aurais peut-être pas besoin de prendre un octambus pour rentrer à Massy. Eh frérot, comme les gens sont chauds, Ouais. est-ce qu'on se ferait pas un dernier mot? D'habitude, on improvise autour d'un mot. Bien sûr. Est-ce qu'on s'en ferait pas un dernier, histoire de fermer toutes les bouches? Fermez toutes les bouches. Un dernier mot. Je vais le chercher dans le public. Ouais, va le chercher, vas-y. Je vais le chercher dans le public. Johan, je vais le chercher par là-bas. Je vais le chercher ici, avec le mec qui a le meilleur t-shirt de la soirée, ce Mohamed Alix. Comment ça va? Ça va très bien. Un mot pour faire galérer, s'il te plaît, notre MC virtuose, HMC Dadjouk. Synalagmatique. Alors, attends, c'est quoi? explique à tout le monde ce que veut dire ce mot, parce que... Ça se trouve, il sait pas lui-même. Ah bah alors voilà, alors le mec veut te piéger mais il maîtrise pas le verbe. Trouve-nous un mot dont tu te sers tous les jours, ça sera plus simple. chose. Pendant ce temps-là, dites-nous ce que ça veut dire synalagmatique, puisqu'on est que des incultes. Hashtag Urban Jam. Robinet. Et on terminera avec ce mot, cet Urban Jam, robinet pour HMC Dadjouk. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un tonnerre de bruit, parce que je vais me servir de vos cerveaux et de votre énergie
pour que le robinet puisse faire couler mon flot et vous rappeler que pendant ces 3 jours, vous avez été des virtuoses de haut niveau entre les gens qui ont réussi à rentrer dans la transidentité et prouver que le transgenre pouvait être placé entre celui qui a fait de la sociologie, qui a bien pensé que le robinet pourra continuer à couler, que la Seine pourra déborder, mais que ici personne ne finira par se noyer. Moi, ce que je sais, c'est que je suis en train de déployer toutes les forces de ce robinet pour vous montrer que la sève la plus importante a toujours réussi ici à couler. La sève de la création, elle ne sera jamais fermée comme un robinet. Alors continuez à travailler sur la robinetterie. Peut-être devrais-je me transformer en Mario ou en Luigi pour continuer ici à être le plus beau, le plus intelligent de tous les plombiers. Mais je crois qu'en réalité, même si le robinet était fermé, aucun d'entre vous ce soir n'aurait été plombé, car le plan B, c'est certainement de récupérer ce robinet, de l'éclater et de prouver que nous n'avons peut-être pas besoin d'être limités par cette société pour pouvoir faire exploser toute notion genrée. Ah Merci à vous. HMC Daduke, regarde Yoann, on a droppé le bic, pas le bike, le bike juste ici. En tout cas, c'est comme... Je vais le refaire comme si on n'était pas en direct. C'est comme ça que se termine cette Urban Jam ici qui s'est passée depuis vendredi au magasin Généraux de Pantin sous le regard du Media Lab et de Label Games. Merci à Well aussi qui était notre community manager. Merci à Nora Amadi, s'il vous plaît applaudissez-la aussi, qui était notre meneuse de débat. Merci à toi. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau stream ici, sur cette même adresse. Merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Je suis Raphaël et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!